Donc, bonjour à vous. Et là, je vois qu'il manque quelqu'un à l'écran. Il y a quelqu'un à l'écran qui a disparu. Donc, je vais le rajouter. Mais pendant que... Oh, il est réapparu. Donc, vous allez voir, c'est possible que les écrans, que les invités rapetissent et grossissent. On peut rien y faire. Sophie de Mixil et moi-même avons essayé d'arranger la problématique. Ça dépend de la bande passante et de la connexion des gens. C'est ça, les beautés du direct et les beautés de l'utilisation de la technologie. Donc, on va y aller comme ça. Donc, je vous présente rapidement mes invités, mais vous les avez vus. Il s'agit, donc je vais y aller très rapidement avec les prénoms et par la suite, ils vont se présenter plus en détail. Mais nous avons Étienne Dubois-Roy, créateur de jeux. Je pense que vous le connaissez sûrement. Je ne sais pas si Quattle vous dit quelque chose. Peut-être que oui, peut-être que non. Sinon, je vous invite à aller découvrir ce jeu. Nous avons Bruno Crépeau. Alias le vieux geek. Nous avons Nicolas Fournier ici. Donc, Nicolas qui est game designer pour Astrolab Interactive. Et nous avons Daniel Saint-Laurent qui est créateur de jeux à temps perdu. Donc, vraiment des invités spéciaux et très intéressants que j'ai très hâte de découvrir avec vous. Et bon, supposément que Bruno a l'air très sérieux. Donc, et bonjour Adam. Wow, les commentaires, vous avez plein de commentaires. Je pense que les gens ont vraiment hâte de vous entendre. Alors, je vais juste arrêter de parler, puis je vais vous laisser la parole. Donc, peut-être commencer par Étienne, de ton côté. Là, on fait un tour de parole, juste présenter qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie et pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Et voilà. Ben, bonjour, merci beaucoup Elsa pour cette introduction. Oui, moi c'est Étienne Dubois-Roy. Je suis effectivement co-créateur du jeu Quattle. Mais c'est important. Je ne suis qu'une moitié car je le fais avec la création de jeu, je le fais avec ma conjointe, donc Pascal Brassard. C'est ça, on est tombé un peu dans la marmite des jeux de société, il n'y a pas si longtemps. Je dirais qu'on joue depuis pas mal toujours, un peu avec la famille, puis tout ça, mais plus, pour moi, de façon plus intense, en tout cas, voilà peut-être 4-5 ans. Puis après ça, pour la création de Quattle, ben, ça a été une idée là, de Pascal comme ça, qui se réveille un matin avec une idée, puis qu'on décide de faire du pouce là-dessus finalement. Puis ça a été tout un projet, puis ça a amené à plein de choses dont on pourra discuter tantôt. Mais donc, c'est ça. Ça a fait en sorte qu'on a commencé à être des créateurs de jeux de société je sais pas, sans trop l'avoir vu venir, je dirais. Puis c'est ça. Moi, sinon, je suis éducateur physique dans la vie pour gagner des sous. Et puis, mais je m'amuse bien. Puis ça, dans le fond, il y a des choses qui viennent se chercher. C'est-à-dire que quand il faut que je suis quand même créatif dans mon métier pour inventer des jeux, inventer des activités sportives pour les enfants, puis tout ça, pour leur faire découvrir les sports, faire des ateliers, des choses comme ça. J'ai toujours eu pas mal d'idées. Fait que dans le fond, c'est un petit peu la continuité de tout ça avec les jeux de société. Ça a juste été mis dans un autre créneau, dans un autre canal, si on veut. Ça s'est canalisé d'une autre façon. Mais ça a toujours été là avec moi. Puis j'ai bien du plaisir à faire ça. Fait que, ouais, voilà, ça fait un petit tour de qui je suis. Wow! Ben, super! Donc, c'est le fun de voir que tu investis aussi dans l'aspect ludique, mais différemment, parce que dans l'activité physique, le conditionnement physique, on est dans le ludique aussi, le plaisir. Et là, de Exactement. voir comment transposer ça des deux côtés. Super intéressant. Merci, Étienne, de ta présentation. Merci. Super. Maintenant, on va y aller en sens inverse, je ne sais pas pourquoi, désolée, inverse de l'horloge. Bruno, est-ce que tu peux te présenter? Donc, c'est ça, je suis créateur. J'habite à Val-d'Or, en Abitibi. Je suis créateur de jeux de société, oui, mais tout d'abord joueur, parce que je pense qu'on est tous avant tout des joueurs. Et s'il y a créativité à se développer, ben, ça arrive ou ça arrive pas. Là, dans mon cas, ça a bien fonctionné avec un jeu en 2013 qui s'appelle Rockwell, publié chez Sit Down. Et voilà. L'important, c'est jouer avant tout. En présentiel, s'il vous plaît. J'ai bien hâte qu'on recommence à jouer en présentiel.
Totalement en accord avec toi, Bruno. Et effectivement, j'ai eu le plaisir de découvrir le jeu Rockwell et de voir. C'est très intéressant comme concept. Donc, j'ai bien hâte de voir j'en comprends, ce deuxième, si je me trompe pas, jeu que tu es en train de mettre en place, qui va sûrement être aussi prometteur que le premier. Seuls les éditeurs le savent. Seuls les éditeurs le savent. C'est bien dit. Super. Alors, allons-y. Ben, je vais y aller comme ça avec Daniel. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je suis Daniel Saint-Laurent. Je suis un créateur à temps perdu, je te dirais. J'ai aucune prétention là-dedans. Je fais ça pour le fun. Je fais ça parce que mon cerveau me le demande, j'ai l'impression aussi. À un moment donné, on a tellement d'idées. À force de jouer à des jeux, on veut peut-être tous à un moment donné arriver à créer quelque chose qui nous ressemble peut-être là-dedans. Tout petit, moi, je jouais beaucoup à des jeux, mais on s'entend que c'était pas aussi évident qu'aujourd'hui. Hein. En tout cas, là, moi, dans les années 80, je jouais à Clou, au Monopoly, c'était limité. Je connais que tu découvres les Dungeons and Dragons, les Hero Quest, ces trucs-là. Mais la communauté des amis, c'est pas toujours évident quand tu es jeune. J'ai délaissé le jeu de société beaucoup plus pour le jeu vidéo, un peu comme beaucoup de monde, j'imagine. Puis j'ai commencé dans le fond à rejouer à des jeux de société en 2010, quand j'ai acheté Seven Wonders. Là, c'était le début de la fin. Là, hein, quand on dit qu'on commence à acheter des jeux aux semaines, qu'on tombe un peu dedans, là, c'est pas mal ça qui est arrivé. Côté professionnel, moi, je suis directeur de production dans une usine de structure d'acier, fait que ça n'a rien à voir du tout avec le côté ludique. Sauf que j'ai quand même étudié en 3D artistique, jeux vidéo, ces trucs-là. J'ai eu une compagnie en infographie, fait que je me débrouille un petit peu le côté design, graphisme, infographie, ces trucs-là. Fait que je suis ici pour présenter mon prototype. Là, tantôt, on va probablement faire un tour de table pour ça. Mm-hmm. Puis, écoute, j'ai bien hâte qu'on puisse débattre de tout ça. Super, très intéressant. Comme quoi, on n'a pas besoin non plus d'étudier et d'être professionnel dans le domaine pour se lancer dans la création de jeux. Il suffit d'être passionné. Oui, Nicolas, et voilà. Oui, bonjour. Moi, mon nom, c'est Nicolas Fournier. Je travaille comme game designer professionnel et graphic designer pour Astrolabe Interactive, qui est un petit studio indie à Montréal. Je suis également retourné aux études récemment à l'UQAT en game design. Mais je suis aussi auteur dans mes temps personnels. J'ai lancé le jeu Orion et on est en train de designer notre premier jeu, Megapulse, un genre de jeu de course futuriste. Et on va tenter de le mettre sur Kickstarter en auto-édition. Donc c'est un très long voyage, beaucoup de travail, mais c'est également extrêmement satisfaisant et c'est un gros accomplissement que j'ai très hâte d'avoir terminé. Donc voilà. Super. Et là, c'est très intéressant. UCAT Represent, j'en comprends qu'il y en a plusieurs qui ont été à l'UCAT. C'est très intéressant parce que vous allez voir tout à l'heure, je vais poser aussi, pour ceux qui écoutent, quelques questions sur le processus de création et possiblement d'édition de jeux. Donc, je pense que vous avez tous les quatre des expériences différentes et ça va être très intéressant de voir votre vision des choses sur le sujet. Mais avant cela, ça serait important de présenter justement vos jeux. On va y aller dans le même ordre. Gardons en tête qu'on prend à peu près, puis là, j'avais lancé un plan comme ça pour être tout de même assez structuré parce que nous avons 4 super invités et nous avons 2 heures, donc il nous reste à peu près 1h30 pour présenter les jeux. Donc, on essaie de rester dans un 15-20 minutes de présentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, c'est ça, 15-20 minutes maximum de présentation de vos jeux. Après le tour de présentation de jeux, il va y avoir un tour de questions. J'ai préparé quelques questions sur le processus de création et d'édition. Et si jamais dans les commentaires, vous avez des questions, mais n'hésitez pas, soit au fur et à mesure, et moi, je les poser, ou si jamais vous les voyez vous-même, vous pouvez y répondre. Parfait. Donc, on va lancer cela encore une fois, on va y aller dans le sens inverse.
Donc, Étienne, de ton côté, aujourd'hui, tu es présent parce que j'avais lancé l'idée de dire qui veut venir parler de leur jeu. Donc, si vous avez des prototypes ou des jeux, donc, juste me présenter en fait, c'est quoi le jeu que tu veux nous parler, la mécanique du jeu, un peu c'est quoi la narrativité également ou le contexte de ce jeu. Et je vais faire un petit transfert, on va changer d'écran, vous allez voir. Et voilà. Donc, juste un instant, la présentation. Et voilà, et Daniel qui disparaît, qui réapparaît. Donc, l'important, c'est que Daniel est de retour. Donc, je vais juste rapetisser. Super. Et hop, hop, les joies de la technologie. OK, parfait. Donc, pour ceux qui voient, vous voyez, j'ai présenté quelques images à l'écran pendant que Étienne parle. Alors, merci. Donc, ouais, ben en fait, donc avec l'idée de la présentation, je voulais peut-être, en fait, évidemment, on voulait présenter le Quattle, qui est le jeu Pascal et moi, qui est sorti en septembre dernier, donc qui est encore tout récent. Et puis, qui est l'aboutissement d'un long processus. Et puis, après ça, j'avais aussi des mentions sur deux des protos sur lesquels on travaille en ce moment. Fait que ça va faire un petit 15 minutes, tout ça. Alors, ben, Quattle, c'est ça. C'est donc un jeu qui a été sorti chez Synapse Games en septembre dernier pour ici, pour le Canada. Et puis, qui est présent maintenant, ça va super bien en fait. Donc, un jeu qui est rendu présent dans 26 pays, ou du moins qui va l'être bientôt, là, qui arrive dans 26 pays d'ici, je dis, d'ici 3 mois à peu près, on est rendu à 26 pays, je pense 15 langues. C'est vraiment le fun. Quattle, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, donc il y a un mode solo, puis sinon il y a le jeu de 2 à 4 joueurs standard. C'est un jeu pour 10 ans et plus environ. Puis c'est un jeu qui va se tourner autour de 30 à 60 minutes, là, dépendamment du nombre de joueurs, puis de votre aisance à faire les parties, et des joueurs qui sont plus lents parfois, donc la analysis paralysis, là, donc qui peuvent prendre un peu plus de temps. Parce qu'il reste que c'est un jeu simple, facile d'approche, mais qui, souvent le commentaire qu'on a, puis je pense que ça le représente bien, c'est que c'est un jeu qui est très simple à expliquer, puis qui a l'air très facile, très simple aussi, puis coloré, fait que ça a presque l'air pour les enfants, des fois au départ. Et puis finalement, en y jouant, les gens disent: Ah non, mais c'est stratégique, là, finalement, oui, ça reste que c'est un casse-tête. Ouais, un petit casse-tête mental. Fait qu'en fait, dans Quattle, ce que vous faites, c'est dans l'univers aztèque. Donc, ça se passe. Quattle, ça veut dire serpent en nahuatl, qui est la langue que parlaient les Aztèques, et ben, qui est encore présent un peu au Mexique aujourd'hui. Et puis, donc, dans Quattle, vous allez former des serpents à plumes. Donc, vous représentez des prêtres aztèques qui allaient chercher à obtenir du prestige en construisant, en faisant construire en fait des sculptures de Quattle, donc de Quetzalcoatl, en fait, c'est le dieu serpent à plumes. Donc, en faisant des Quattle, on l'a rapetissé parce que Quetzalcoatl, c'est compliqué et long à dire. Alors, le titre du jeu est devenu Quattle, plus simplement, qui sont des serpents, justement, mais donc des serpents à plumes, comme dans la mythologie aztèque. Et puis, donc, l'idée, c'est de faire des points de victoire, puis vous allez faire des points de victoire, des points de prestige, donc en assemblant vos Quattle selon des cartes objectifs, qu'on a appelées des cartes, voilà, on les voit, les cartes prophéties des dieux. Donc, ces cartes-là vont vous demander des combinaisons de couleurs ou des absences de couleurs, ou c'est ça, donc, par exemple, un bleu suivi d'un jaune, ou des fois, c'est plus complexe, ça va être un rouge suivi d'un noir, avec des pièces au milieu suivi d'un noir, suivi d'un rouge. Donc, ça peut être dans le fond, de 2 à 5 pièces qu'on vous demande d'agencer, ou simplement d'avoir certaines pièces dans votre Quattle, donc d'avoir le plus possible de pièces rouges, ainsi de suite. Alors, vous allez avoir ces cartes-là que vous allez pouvoir aller chercher à votre tour, et que vous allez construire, dans le fond, votre Quattle en fonction de ces cartes-là. Parce qu'en fait,
le jeu, il y a 3 actions simplement. C'est pour ça que je dis que c'est un jeu simple. Soit qu'on va chercher des pièces, donc les pièces se retrouvent sur un plateau central. Donc, soit qu'on va chercher des pièces à notre tour et on les met sur notre petit plateau personnel, c'est comme notre réserve. Soit qu'on va chercher des cartes, donc pour savoir un peu qu'est-ce qu'on va faire, dans le fond, pour se donner des objectifs. Ou soit qu'on construit notre quattle, donc on prend les pièces qui sont sur notre plateau pour les assembler, donc qui s'imbriquent toutes. C'est un petit peu comme des Lego, si on veut, mais plus mobiles d'ailleurs, et qui vont s'imbriquer puis qui vont donner des quattles avec à la fin une tête et une queue et des pièces corps. Fait que tout ça va faire quelque chose de beau, qui est en 3D, qui est le fun, qui est à manipuler. On peut jouer avec, ça, on peut les faire comme valser, là, si on veut. Là. Et puis c'est ça, puis on le fait en fonction des cartes qu'on a. Donc, on essaie, dans le fond, de combiner des cartes. Fait que ça, c'est l'idée de Quattle. Donc, on joue, puis dans le fond, la fin de partie arrive quand quelqu'un finit son 3e Quattle. Donc, c'est pas nécessairement très long. Puis, il y a un aspect à ce moment-là qui devient aussi d'interaction, c'est-à-dire qu'il faut regarder les autres joueurs parce que on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. En fait, la fin de partie n'est pas scriptée comme avec un nombre de manches. C'est vraiment avec les actions des joueurs. Parce que quelqu'un qui finit son 3e quattle rapidement, ben, il met tout le monde, il pousse tout le monde à faire vite. Donc, c'est un petit peu l'aspect de course un peu que dans Quattle, il est présent. Puis finalement, il y a aussi des cartes temple qu'on ajoute à ça, qui sont des cartes qui sont ouvertes pour tout le monde et qui sont comme des objectifs communs, justement, qui ajoutent aussi une petite dose d'interactivité, parce que ce n'est pas un jeu très interactif de base, mais ça ajoute un petit peu d'interactivité. Puis ce sont des cartes qui vont vous demander de réaliser certains objectifs, donc des absences de couleurs ou une longueur précise, donc de pièces dans votre quattle, ou une égalité entre des couleurs, donc autant de pièces bleues que de jaunes, par exemple. Donc, ces choses-là vous apportent des points de plus. Puis, ça aussi, ça fait partie de l'aspect course, parce que quand je vois que je ne mets pas de rouge dans mon quattle, puis tout le monde le voit, puis il y a une carte qui ne demande pas de rouge, ben, tout le monde sait qu'elle m'intéresse. Donc, si quelqu'un peut aller la chercher avant moi, ben, il va me couper l'arbre sous le pied. Donc, il y a un peu de ça là-dedans. Donc, c'est un jeu vraiment ben, familial, mais cependant, encore une fois, je rajoute que c'est 10 ans et plus, c'est-à-dire que, bon, j'y joue avec ma fille qui a 6 ans, là, qui est assez joueuse, par exemple, là, qui joue à pas mal de trucs, mais elle est pas apte à optimiser complètement le jeu, mais elle y prend plaisir à faire quelques cartes et à les faire suivre, en fait. Comme plusieurs personnes, en fait, le font quand on le faisait essayer dans la population générale et tout, il y a des gens qui sont bien satisfaits de faire comme une carte à la fois, puis les enchaînent, puis c'est super. Puis il y a des joueurs qui sont plus joueurs, justement, puis qui voient les possibilités, puis que là, ils s'arrangent pour que chacun des blocs compte pour plus qu'une carte. Donc, ça devient beaucoup plus payant à la fin, puis font des pointages beaucoup plus élevés. Mais à chacun son plaisir là-dedans de le trouver. Le jeu, il ressort un peu avec son côté tactile, les pièces en 3D. On a eu aussi des illustrations incroyables, en tout cas, moi, je trouve, de Silly Jelly. Donc, l'éditeur Carl Brière, donc de Synapse Games, a été chercher une artiste, Silly Jelly, qui n'avait pas encore illustré de jeu, mais et puis là, tout d'un coup, en tout cas, on ne savait pas trop, on avait peur un peu quand on était dans le projet, parce qu'on s'entend que là, c'est un jeu qu'on avait, quand on a signé avec l'éditeur, ça faisait 2 ans environ qu'on travaillait sur le projet, qu'on le présentait partout. Nous, on pensait aller sortir ça en Kickstarter au départ. Et puis, finalement, bon, on a eu une offre, puis là, ben oui, on a accepté. Fait que ça a été de fil en aiguille, ça s'est fait comme ça, sans qu'on cherche à aller, sans qu'on se lance à la poursuite comme des éditeurs. C'est tombé assez bien, de façon très. On était très chanceux, là, je veux dire. Carl, c'était un jeune éditeur. Il avait publié seulement un jeu à l'époque, mais il y en avait un deuxième qui s'en venait. Et il cherchait des jeux. Nous, on était tout à fait nouveaux et novices dans le milieu. Alors, ça a été comme juste. Ça a été une belle symbiose à ce niveau-là. Puis il a été chercher aussi une nouvelle illustratrice, dans le fond, puis qui a fait sortir un aspect incroyable du jeu. Puis ça a été super le fun parce qu'elle a beaucoup respecté. Moi, j'ai aussi une maîtrise en histoire. Fait que pour moi, c'est super important le côté historique de la chose. J'avais plein de recherches. Là. Il y a tellement de choses qu'on a enlevées dans le jeu, mais qui étaient là au départ. Puis
tous les temples aztèques qui restent au Mexique, je les connais toutes maintenant. Je veux dire, j'ai tout lu là-dessus, j'ai tout lu sur l'arrivée de Cortés, puis tous les dieux, le panthéon aztèque, je l'ai visité plein de fois. Donc, en fait, pour moi, c'était comme important. Quand on allait dans les illustrations, puis tout ça, ben, j'avais tout le temps des retours vers l'éditeur pour dire, ouais, OK, c'est important, mais là, je t'ai fait un document là, pour dire, tu sais, les dieux, là, il faut qu'ils ressemblent à ça, il faut qu'il y ait tel attribut parce que ça, c'est important. Oui, mais lui, telle couleur parce que c'est important. Donc, il y a tout un travail derrière ça, puis qui a été super bien fait, puis même, je dirais, comme amélioré par l'artiste Célie Jelly, qui a fait elle-même des recherches de son côté, puis qui a plein d'autres choses. Fait que ça a été vraiment une belle combinaison, puis un beau travail d'équipe, ce projet-là. Fait que ça a été super, puis il a été sorti, donc c'est ça, à l'automne dernier. Puis depuis ce temps-là, ça va très, très bien. On est super contents. Il y a eu beaucoup de couverture médiatique dans vraiment plein de pays. C'est assez impressionnant là, quand ton jeu tu le vois sur YouTube par des reviewers qui viennent de Belgique, de France, Tchèque. Il y en a eu aux Philippines. C'est comme quoi, les jeux se rendent aux Philippines. Il y en a eu de partout, puis c'était vraiment le fun. Là. Puis c'est très drôle d'écouter une vidéo allemand, puis de rien comprendre, puis de se demander, ouais, ils aiment ça finalement? Aucune idée, aucune idée. C'est pas grave, ils parlent de nous autres. OK. Fait que dans les commentaires, les gens soutiennent que c'est effectivement un très bon jeu et que les graphiques sont magnifiques. Puis effectivement, c'est une superbe histoire du début à la fin, ce processus-là de création de toi et Pascal. C'est très intéressant de voir comment les choses se sont bien enclenchées pour autant la conception, l'édition et l'extension à l'international du jeu. Donc, ça va être intéressant tout à l'heure. On pourra en parler un peu plus en détail, justement, de ce processus-là. Et là, j'en comprends, bon, je me permets de nommer parce que je l'ai vu dans le diapo, mais j'en comprends que vous ne vous arrêtez pas là non plus. Donc, vous êtes encore en processus de conception de jeu et vous êtes actif dans ce processus-là. Oui, bien sûr. Ben, en fait, une fois que tu mets le pied dedans, c'est bien dur de sortir après, je pense. C'est comme, ouais, on a beaucoup aimé ça. Hein. On l'a dit, Quatul, c'est comme un petit conte de fées. Là. C'est quelque chose qu'on a travaillé. On a travaillé super fort, là, mais tous les astres se sont alignés parce que je suis très conscient qu'il y a plein de gens qui travaillent aussi fort, sinon plus, puis que ça fonctionne pas pour eux. Nous, on a eu cette chance-là, puis on l'a saisi à bras-le-corps, c'est sûr. Puis ensuite, oui, fait que là, une fois qu'on termine un jeu, ben c'est super. On dirait qu'il y a comme un oh wow, là, il est entre les mains des éditeurs, puis on fait quoi, là? On se regarde, puis nous, on n'est pas trop télé le soir, là, ou de quoi de même. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Ben, tu sais, un jeu de programmation, ce serait le fun, là. C'est trippant la programmation. Ah ouais, OK. Fait que oui, effectivement, on est arrivé à. On a un nouveau projet là, qu'on fait depuis un petit bout de temps, mais il n'est pas très vieux. Et il s'appelle La Pampa. Alors, la Pampa, c'est un petit jeu qu'on a voulu encore une fois super familial. Donc, qui est un jeu, là, on voit les images sur. Ça, c'est ouais, Tabletop Simulator. Donc, c'est des images, évidemment. Là, on en a un proto en vrai, là, mais on peut juste y jouer à deux, là, malheureusement, en physique. Donc, ouais, c'est un petit jeu de programmation, en fait. Puis de temps réel, presque la programmation où est-ce qu'on est forcé de programmer rapidement parce qu'il y a un sablier qu'on va chercher. Puis en fait, ça se combine avec un jeu de pick up and deliver en anglais, donc de prise, prise et livraison, là, je ne sais pas comment dire en français. Mais donc, ouais, c'est ça, où on va se promener sur le plateau qui est la Pampa. La Pampa, c'est la plaine en Argentine, en fait, où est-ce qu'il y a, je ne sais pas quel pourcentage, là, mais du bétail qui est envoyé partout dans le monde. Et c'est beaucoup là que ça se passe, là, le bétail. En Amérique. Et puis, donc, en fait, c'est avec les estancias qui sont comme les ranchs, mais dans le fond, pour les Argentins. Et puis, dans la Pampa, donc, on se promène là-dedans, puis on a deux socles, en fait. Donc, on a comme des socles de joueurs qui sont comme, on a le gaucho, donc, notre personnage principal qui est comme le petit, le cheval au centre. Et puis le gaucho, c'est le cowboy. C'est le cowboy d'Argentine. Alors lui, il se promène. Puis en fait, ce qui arrive, c'est que l'idée qu'on voulait, c'est que, là, évidemment, on ne peut pas le rendre parfaitement pour l'instant, mais c'est que quand il y a comme pas une aura, mais que quand lui, il s'y approche du bétail, ben,
il garde le bétail, il conduit le bétail. Donc, en fait, dans le jeu, on va déplacer le socle, puis quand on arrive sur du bétail, ben, on le met sur notre socle, justement, puis là, il devient avec notre socle, puis il se déplace. Fait que si on a déjà du stock, ben, il va pousser le reste, puis sinon, si on n'en a pas, ben là, il va rentrer sur notre plateau. Dans le fond, on va en accumuler comme ça, puis on va essayer d'aller le livrer sur le côté, sur les Astancia. Sur le côté, il y a comme des ranchs, puis là, on ramène le bétail, puis on fait des points de victoire comme ça. Mais donc, une des originalités du jeu, c'est on va aussi avoir un deuxième socle, en fait, qui est notre chien. Il part plus loin, lui. C'est notre chien, qui lui aussi peut ramasser un peu de bétail, mais peut aussi beaucoup déranger les autres joueurs. Alors, ça en fait un jeu de programmation un peu différent parce que quand on programme, on le fait en fonction de ce qu'on pense qui va se passer, mais comme le plateau bouge beaucoup, c'est chaotique, eh bien, quand c'est notre tour de jeu, la carte qu'on avait mis, on n'est pas obligé, on ne l'a pas associé à notre gaucho ou à notre chien. On a juste dit qu'on allait se déplacer comme ça. Fait que des fois, on pensait déplacer notre gaucho, mais là, finalement, waouh, c'est vraiment mieux, je vais déplacer mon chien finalement comme ça va bien aller. Fait que ça nous donne comme une certaine liberté là, dans ça, parce que les jeux de programmation, c'est drôle quand ça ne fonctionne pas, mais c'est le fun aussi quand ça fonctionne un peu, au moins qu'on ne se sent pas juste complètement à côté de la track. Très intéressant. J'en comprends le style et la mécanique très différents de Quattle, mais on garde l'aspect. J'en comprends que vous aimez voyager, vous aimez l'aspect interculturel. Ça se peut-tu? Oui, exact. Quand on part à ça, on passe à quelque chose. Je suis tout le temps en train de chercher un thème qui va changer un peu, peut-être qui va sortir de l'ordinaire un peu, qui va se démarquer. Puis là, la Pampa, je trouve ça le fun parce qu'on aurait pu faire un jeu, évidemment, avec des ranchs américains, là, mais il y en a plein des jeux dans le Far West. Puis là, je trouvais que ça amenait à autre chose. Puis moi, ça me fait voyager aussi. Là. J'apprends, je lis beaucoup là-dedans. Je lis plein sur l'Argentine. Puis ouais, c'est ça. Fait que c'est le fun. Oui, c'est un beau prétexte pour lire là-dessus. Une double passion. Super. Est-ce qu'on termine là-dessus? Il y avait une autre PowerPoint, Il y en je avait un pense. petit dernier. Ouais, il y en a un petit dernier, si je peux prendre 2 minutes. Dans le fond, c'est juste dire qu'on est en train de travailler sur un autre projet qui a été en fait demandé par l'éditeur, vu que Quattle va bien. Ben, il nous a juste lancé comme ça, presque en boutade. Là, hey, vous pensez au jeu de cartes, mettons. Puis là, ben, ça a germé assez rapidement. Moi, quand on me lance quelque chose comme ça, je saisis la balle au bon assez rapidement. Fait que oui, c'est parti dans ma tête, là, quelque chose là, qui était ouais, on pourrait faire quelque chose. Puis, c'est comme Quattle, tu fais 10 pas de trop interactif, un petit jeu de cartes plus rapide, peut-être plus interactif. Puis là, je suis parti avec une idée de ouais, on pourrait avoir comme ça. Puis j'en ai parlé à Pascal, puis là, tout de suite, on s'est mis à faire à bâtir ça assez rapidement. Ça, c'est pas vieux du tout. Là, ça là, peut-être 1 mois ou 2, non, 2 mois, là, j'imagine, ce projet-là. Puis, donc, finalement, c'est ça. Là, c'est un petit jeu de cartes qui va reproduire un peu, qui va aller chercher plein d'aspects de Quattle. Donc, qui va aller référer pour les joueurs à Quattle parce que, oui, on va bâtir encore des serpents à plumes, mais cette fois-ci, on va les peinturer parce que c'est rendu du 2D. Hein, on est passé des pièces en plastique 3D à des cartes, donc en 2D. Donc, on va faire la peinture de Quattle sur des temples. Puis en fait, on va placer des corps. Les cartes corps vont avoir 2 couleurs, donc c'est comme si c'était 2 pièces dans le Quattle de base. Et on va aller y poser aussi des têtes et des queues pour terminer. Puis on fait ça en fonction d'objectifs, donc dans l'objectif de couleur, comme dans Quattle. La grande différence, par exemple, c'est l'interaction, parce que les objectifs, quand on va les faire, il y en a toujours 2 ouverts au milieu. On va aller les saisir pour nous. Par contre, ils vont être possible de les voler pour n'importe qui d'autre. Donc, quand moi je prends un objectif, c'est toujours temporaire, jusqu'à temps que quelqu'un me le vole ou jusqu'à temps que la manche se termine. Mais il y a aussi une façon 2 fois dans la manche qu'on peut aller sécuriser un objectif. Donc là, le mettre sous son Quattle, puis là, dire ça, personne n'y touche. Mais donc, c'est un jeu où il va y avoir beaucoup de ça, beaucoup de travail sur comment je vais encore une fois essayer de, un peu stratégiquement, jouer une carte pour aller chercher le plus d'objectifs possible, donc en faire le plus possible avec le moins possible. Mais il y a plus de doses de hasard, là, parce que les cartes, on les a en main au départ, on n'en reçoit pas d'autres, donc on s'arrange un peu plus avec ce qu'on a. C'est beaucoup plus tactique, mais il y a toujours l'idée de est-ce que je vais faire plus d'objectifs en allant au centre tranquillement ou est-ce que je vais essayer d'en voler aux autres joueurs et ainsi de suite. Fait que c'est un peu ça l'idée. Puis le pointage est tout simple, il vient avec le nombre de fois qu'on a fait un objectif à la fin. Donc à la fin de la manche, on regarde
les objectifs qui nous restent, qu'on a réussi à garder ou qu'on avait sécurisés. Puis on regarde le nombre de fois qui ont été complétés dans notre quattle. Puis ça nous donne, plus on le fait 2 fois, plus ça donne 2 points. Donc on fait quelques points avec ça. Ça fait 2 manches, ça se joue rapidement. Là, je dirais, on fait des parties à 2 en à peine plus que 15 minutes. Avec peut-être un 30 minutes, là, peut-être 40 minutes au pire, une première partie à 4 joueurs, mais c'est très rapide. Là. Fait que c'est ça. C'est un jeu rapide, c'est un jeu qui rappelle Quattle, mais c'est un jeu qui a beaucoup plus d'interaction. Fait qu'il pourrait aller comme chercher peut-être une autre tranche de public que Quattle ne satisfaisait pas complètement. Mhm. Et là, c'est très intéressant parce que je me permets de dire que je pense que je peux le mentionner, que je l'ai testé, puis effectivement... Bien sûr, bien sûr. OK. Puis effectivement, c'est très intéressant. Bon, c'est un jeu compétitif, il faut bien gérer ses émotions parce que quand on est sur le bord de réussir et qu'on se fait voler nos pièces, on rentre dans la mode combat. Donc, c'est un jeu, si on aime les jeux justement compétitifs dans les jeux de cartes, c'est un très bon jeu. Donc, j'ai hâte de voir la suite des choses justement et de le voir bientôt édité, j'en comprends. Donc, c'est un très beau jeu que je vous invite à tester, si possible, ou à vous procurer une fois qu'il sera disponible. Tout à fait, Super! merci. Ça fait plaisir. Toujours intéressant de voir tous les jeux qui sont créés. Donc, de voir aussi que c'est possible à travers un jeu, à travers un environnement de jeu, parce qu'avec Water, vous avez créé comme une histoire, vous avez créé un environnement, mais c'est possible aussi de faire des dérivés de jeux puis des adapter. Puis les gens qui ont aimé Quator vont aimer ce jeu-là, ou ceux qui ont aimé l'ambiance aussi, vont aimer pouvoir retrouver cette ambiance-là dans ce jeu-là de cartes. Donc, super, c'était très intéressant. Merci beaucoup, Étienne, d'avoir pris ce temps-là pour nous présenter tes différents jeux et ce que toi et Pascal, vous faites. Toujours très intéressant d'en prendre plus. Maintenant, bon, laissons la place au suivant. Et voilà, pouf, regrossir ici. Justement, je vais y aller. Tout à l'heure, c'était Daniel, si je ne me trompe pas. On va y aller comme ça. Ça peut être Daniel, il n'y a pas de problème. OK. Dans le fond, pour mon processus créatif pour Précidius, écoute, c'est vraiment des flashs, oui, qui vont m'arriver. Je vais prendre ma douche, je vais aller me coucher. Il y a un paquet de choses qui vont me traverser l'esprit. Je pense qu'on est tous un peu comme ça, là, à la base. Puis, je suis parti d'un jeu existant, moi, pour venir à bout de corriger les lacunes. Ben, les lacunes. Le jeu est fait comme ça, là, mais les parties que moi j'aimais moins de ce jeu-là, pour éventuellement aller forger moi-même une mécanique dans laquelle j'allais être plus à l'aise. J'ai fait des petites capsules vidéo, là, mais pour ceux qui ne les ont pas vus, moi, dans le fond, Précidius, il est vraiment basé sur un jeu qui est co-op aussi, qui est Ghost Stories. Les deux jeux, ça ne ressemble pas du tout. Il faut juste comprendre que la genèse vient de là. Dans Ghost Story, moi j'adore ce jeu-là. Sauf que pour ceux qui ont déjà joué, là, ils vont peut-être comprendre qu'est-ce que moi j'ai un petit peu de misère avec. Là. C'est qu'on arrivait à m'emmener, on avait une bonne game. Puis vu que c'est des dés qui vont faire tes actions de combat, tu pourrais commencer à perdre le contrôle total de ta game. Ça devenait frustrant. Et la deuxième chose, c'est que tu pouvais passer une game au complet à côté d'un coin, à ne pas pouvoir bouger juste parce que c'est là qu'il faut que tu sois. C'est les deux aspects du jeu qu'il fallait que je modifie, moi, à partir de là. Donc, Précidius, si je fais un petit peu la présentation, c'est vraiment un jeu full co-op classique. Il n'y a pas de l'espèce de méchant caché à travers. C'est vraiment un jeu qu'on va jouer ensemble. On perd, on gagne. Il n'y a pas d'objectif caché. Puis c'est un jeu à la base que quand je l'avais dans la tête un petit peu, on remonte en 2017, là, ça fait quand même un petit bout. Je voulais une mécanique qui se jouait un petit peu avec la chute à billes des contes de Monte Cristo. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce jeu-là.
Le concept de la chute à billes, c'était le fun, là, ça faisait un petit peu Candy Crush dans ma tête. Sauf que c'est venu assez vite un problème là, dans le jeu. Premièrement, la mécanique en arrière, la représenter physiquement, là, c'était pas évident. Il a fallu que j'achète un jeu et que j'utilise peut-être la chute à déchets, la chute à déchets, excusez, la chute à billes. Puis, fait que je commençais à trouver qu'il y avait une lacune parce que c'était l'univers dans le jeu, c'est vraiment un univers fantastique dans lequel les joueurs vont utiliser des orbes. Les orbes, c'est comme des boules de verre avec des pouvoirs. Je crois que la bille représentait bien ça, sauf que commencer à dire que telle bille fait tel pouvoir sans avoir de quoi te l'expliquer trop facilement. Quand tu vas avoir un petit peu plus de choix, ça devient vraiment compliqué. Donc, les cartes sont devenues vraiment là, à la base complète du jeu. Là, il n'y a plus de billes dans le jeu au complet. Comment est-ce qu'on joue dans le fond à Presidius? Presidius, c'est un jeu de points d'action à la base. Il y en a beaucoup qui. Je marque deck building un petit peu, puis gestion de ressources là, quand je le décris. Mais le deck building, la gestion de ressources dans Presidius, c'est vraiment une mécanique intégrée à un jeu de points d'action. Donc, à tour de rôle, les joueurs vont faire le tour en jouant des cartes de leur main. Et puis, les cartes, c'est des orbes de couleurs. Puis, ils vont servir à payer, dans le fond, les actions que tu peux faire dans ton jeu. Soit combattre, soit aller interagir avec des lieux pour faire des ressources, construire des défenses, plein de trucs comme ça. Puis, ça devenait, dans le fond, la mécanique de base avec les cartes. C'est de là aussi que le petit deck building est venu s'intégrer avec le temps pour améliorer notre deck. On va le voir un petit peu tantôt, peut-être plus, ce qui est un défi. Là, moi, mon jeu, il est construit comme étant à tour fixe. Donc, il y a vraiment 6 manches, peu importe le nombre de joueurs. C'est pas évident de faire un jeu à deck building ou un jeu de deck avec des tours fixes. Pourquoi? Parce qu'à 4 joueurs, tu divises tes tours à 4. Hein? Fait qu'on on se retrouve avec des decks qui peuvent virer moins à 4 qu'à 2. Donc, il fallait que je trouve une façon, moi, de créer une espèce d'handicap selon le nombre de joueurs. On a essayé beaucoup de choses, là, les cartes de départ, la mise en place de départ. Puis pour au final finir par décider que ça serait vraiment la mise en place de départ qui va créer l'handicap. Étonnamment, le jeu à 2 va être plus facile qu'à 4. Pour la simple et unique raison, c'est qu'on joue plus souvent notre bonhomme, donc on peut se déplacer quand on est moins en danger. C'est un peu chinois ce que je dis là, si on n'a jamais vu un peu c'est quoi le jeu, mais le concept est là. Donc, fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai décidé un jour de créer ce jeu-là, justement, juste pour dire, OK, ben, j'ai plein d'idées, je veux les mettre sur une table et dire, OK, je me fais un jeu comme ça. Puis à la base, ben, tout est beaucoup plus simple souvent, puis on ajoute des choses à travers pour aller accentuer l'expérience de jeu. Puis je suis rendu dans mon état de création beaucoup plus au ménage de fin. Ça fait quand même, là, depuis 2017, on est en 2021, c'est un petit bout là, que je teste et reteste. Et puis là, c'est le regard extérieur là, qui est important. Là, j'avais fait déjà en 2018 des premiers tests avec des groupes. Il y a un premier ménage qui avait été fait avec des suggestions. J'ai rodé complètement le jeu pendant encore une grosse année à tester les commentaires, les choix que les joueurs auraient aimé pouvoir faire. Hein, parce que des fois, quand on crée, nous, on reste à un moment donné pogné dans notre espèce de carcan créatif. On ne voit comme plus à un moment donné les espèces de possibilités que notre jeu peut avoir. Puis c'est ça qui est important de quand on fait tester, soit à l'aveugle ou faire tester par des gens qu'on ne connaît pas, d'avoir le feedback d'eux autres, c'est primordial. Voilà, depuis 2 semaines, là, j'en fais un petit peu plus. Puis je recommence à prendre des commentaires, à tester des nouvelles mécaniques, à écouter ce que les joueurs aimeraient faire dans le jeu aussi.
Donc, j'étais un peu à cette étape-là là, dans ma création pour éventuellement là, essayer de conclure là, probablement là, cette année là, le plus possible, là, de booker ça d'une boîte et de dire OK, on est satisfait, on part avec ça. Puis là, après ça, ben, le processus soit d'édition où j'avais évalué peut-être une campagne Kickstarter, mais encore là, il faut être fait pour Kickstarter. Hein. Il y en a qui sont pour ça, qui sont capables de monter une campagne. Ils ont l'équipe peut-être autour. Je ne suis pas sûr que moi, j'ai l'énergie de faire ça. Peut-être qu'au niveau professionnel, j'en donne beaucoup. Fait que j'ai peut-être moins de temps personnellement à la maison pour m'investir. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, pour conclure un petit peu sur ça, ben, c'est de continuer, moi, dans mon processus, à faire vraiment du ménage final dans toutes les mécaniques, les composantes allégées, peut-être la maintenance du jeu. Je suis pas mal rendu là, dans mes affaires. Par la bande, ben, j'ai un autre petit jeu en développement que j'ai tassé vu que je recommence à faire des tests à l'aveugle. C'est un petit jeu bien simple aussi. C'est un jeu de crème glacée où c'est que pour devenir l'employé du mois, essayer de passer des commandes clients, être le meilleur faiseur de cornets. C'est un petit jeu de mouvement de grille avec des pouvoirs, avec de la draft. Fait que, on va avoir des pouvoirs en arrière de chaque saveur de boule de crème glacée. On va choisir notre pouvoir, on va intégrer cette boule de crème glacée dans une grille pour éventuellement produire des cornets et compter des points. Là. Assez embryonnaire encore, mais la mécanique est fonctionnelle. Il faut juste qu'on trouve, disons, toute la sauce qui va pogner pour que ça fasse un bon jeu au bout de la ligne. Là. OK. Hey, super intéressant. Donc, j'en comprends. Ça, c'est un jeu, comme tu as nommé, Prix Sidious. C'est un jeu que tu travailles dessus depuis 2017 et là, tu en es dans la phase de finalisation, de peaufinage que tu vas accomplir cette année pour cette réflexion-là encore de voir est-ce que tu vises l'édition ou l'auto-édition. Et en parallèle, bon, ben, hein, en tant que créateur de jeux, le cerveau est toujours en ébullition et là, tu travailles sur cet autre jeu-là à côté qui semble, si je comprends bien, un jeu dont la mécanique est un peu plus différente, peut-être un peu plus simple ou est-ce que c'est un jeu pour les enfants, celui-là, ou plus... Pas tant pour les enfants, je te dirais peut-être un jeu à partir de 8 ans, 10 ans, mais c'est pas un jeu pour enfants en bas âge. OK. Super. Donc, ben, merci beaucoup, Daniel, d'avoir pris le temps de présenter ton jeu. Je viens de laisser l'affiche avec le nom du jeu et les informations si jamais les gens ont des questions. Il y a Martin D45 qui dit qu'il a hâte de tester ton jeu, Daniel. Et il y a Antoine qui dit « Créer un jeu est un travail de longue haleine. » Oui, sûrement. Hein? Beaucoup de temps est nécessaire pour finir avec quelque chose de solide, balancé, sans faille. Il y a du travail amusant, par contre. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes en accord avec ça? Est-ce que c'est amusant? Ben, c'est amusant tant que tu le fais vraiment pas par but ultime de devenir quelqu'un qui va se faire éditer. Parce que si tu commences à te mettre beaucoup de pression comme ça, je pense que tu vas perdre la flamme de dire OK, je m'amuse. Puis faut prendre le temps de le faire. C'est long. Je pense que quand j'ai commencé Decidious, dans 1 an, je pensais avoir fini tout ça. Moi, ça serait let's go, on y va. Pas en tout, c'est trop gros. Tu sais, même, je te dirais, des jeux plus légers, tu ne peux pas te permettre de dire en bas de 2 ans de tests, pré-tests. Écoute, il y en a d'autres qui peuvent parler, là, mais je pense qu'on est tous pas mal comme ça. Mm-hmm. Donc, effectivement, beaucoup de temps à faire des tests, pré-tests, qui peut être une partie très amusante, mais qui peut être aussi une partie assez difficile au niveau émotionnel et de la motivation. Je pense que vous êtes tous un peu passés par là. OK, ben super. Donc, je vois que les gens sont très enthousiastes dans le chat. Donc, on a bien hâte de voir les avancées justement du jeu, Daniel. Parfait. Donc, passons maintenant suivant. Donc, là, j'ai présenté, ça va être Bruno. Est-ce qu'on m'entend, là? Oui. Yeah! Ben, merci de me recevoir. Salut Étienne, salut Daniel. C'est cool. C'est
Nathan, excuse-moi. Non, pas Nathan. Bref, écoutez, je pense pas prendre 15 minutes, là, mais si vous voulez savoir ce qui en retourne. Nicolas, merci Antoine. Nicolas, oui. Toujours là pour m'aider, Antoine. Ou me nuire, ça dépend à quel jeu qu'on joue. Moi, j'ai publié donc en 2013 déjà le jeu qui s'appelle Rockwell, que certains connaissent peut-être. Un jeu qui se passe dans le monde des mines, où on doit faire du forage pour récupérer des ressources. Et c'est un jeu qui est semi-coopératif, compétitif, comme Dr. Mops l'a si bien souligné quand je l'ai rencontré. Puis je trouve que c'est vraiment très bien représenté le jeu. J'aime l'aspect interaction entre joueurs quand elle est thématiquement justifiable. J'aime que tout soit justifiable au niveau du thème, d'ailleurs, dans un jeu, qu'il n'y a pas rien de plaqué. Donc, dans Rockwell, c'est ça, on doit se promener sur différentes tuiles, des différentes strates de la Terre, et puis on doit occuper ces tuiles-là, et s'il y a 2 ou 3 joueurs, on doit se séparer le lot qu'on peut ramasser à 3. Le partage ne se fait jamais de façon équitable, donc il y a une notion de qui va avoir le surplus, tout ça. Bref, c'est ça. Rockwell, c'est un jeu que j'ai eu la chance de publier chez Sedan, l'éditeur belge, et je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas eu le privilège de remporter le concours de création de jeux de société de Parthenay, un festival de jeux qu'il y a en France, au milieu de la France, au centre de la France, pardon, à chaque année. Et je suis allé là, j'ai gagné le prix. J'ai rencontré Gaétan Beaujeannot, que vous connaissez peut-être. Gaétan qui dirige l'agence de créateurs Forge Next. Ça dit peut-être quelque chose. À l'époque, ce n'était pas le cas. Il n'était pas encore en démarrage de cette agence-là, mais j'étais un de ses premiers clients. Bref, il m'a piqué 1% de mon 3%, Gaétan. Donc, c'est ça. Fait que c'est rien pour se rendre riche, en effet, ce hobby-là. Fait que belle expérience, Rockwell, vraiment le fun. Toujours bien le fun de voir les gens jouer, comme disait Étienne tout à l'heure, voir une jeune fille qui explique ton jeu en mandarin. Tu sais, t'as aucune idée si elle l'a aimé ou non, ton jeu. Aucune. J'ai écrit c'était sur son YouTube, j'avais écrit, si quelqu'un peut me dire ce que la jeune fille dit, j'aimerais ça, juste savoir si elle a aimé ça, puis j'ai toujours pas de réponse. Fait que ouais, c'est chouette. Bravo à Sit Down d'avoir mis cet effort-là, parce que oui, il y a une collabo entre l'éditeur et le joueur. Ça doit dépendre, le créateur, ça doit dépendre de ce que le processus créatif est rendu, je présume, parce qu'un éditeur a tout à fait le loisir, le choix de changer ta thématique, de changer plein de trucs, parce que c'est lui qui a le poids financier de l'édition. Fait que eux, ils ont déplacé le jeu dans les années 30, qui était une très, très bonne idée. Même le nom du jeu vient de l'éditeur. Alors, c'est ça. Quand on pogne un bon éditeur, il y a des gens qui sont autant investis, ont autant la flamme que nous dans la création, c'est vrai, ça va juste bonifier ton truc. C'était vraiment bien. C'était le fun pour ça. Fait que Rockwell, c'est ça. Un truc qui est déjà passé à l'histoire, en tout cas dans la mienne, il y a presque 8 ans. Et 1 an par après, j'ai commencé à travailler sur un autre jeu. Donc, ça fait 8 ans qu'il est en développement déjà, celui dont on parlera peut-être plus tard. Tu l'as mis à l'écran, oui, c'est ça, merci. Un jeu qui a commencé sa vie. Je voulais avoir un jeu où il y avait une économie semi-interne, en fait, que je voulais que l'argent se promène entre les joueurs. Je dépense un truc pour t'acheter X, ça va te donner de l'argent à toi, par contre, pour acheter un autre truc Y. En tout cas, je sais c'est ce que je voulais. L'idée de base, ça a commencé dans la colonisation mettons, dans les époques de colonisation, et ça a modifié il n'y a pas longtemps dans l'espace. Alors, dans le jeu qui s'appelle Enceladus, qui est une des lunes de Saturne, la 6e plus grosse lune de Saturne, on est là pour préparer la venue des colonistes. Alors, on est des ingénieurs, on est des chimistes qui devront travailler un contre l'autre dans ce cas-ci. C'est vraiment, il n'y a pas de coopération du tout dans ce jeu-là. On est là pour préparer les habitations, des serres, des tours de communication afin que tout soit prêt lorsque l'arrivée des colonistes. Le jeu va se terminer quand les colonistes vont arriver. Ça va durer dans environ 7, 8, 9 tours, dépendamment des cartes qui vont sortir. C'est ça. Ça a l'air bien fun, mon jeu, quand je le regarde à l'écran. Ça c'est sur tes... Ouais, excuse-moi. Vas-y, Elsa. J'allais juste dire, les gens dans les commentaires aussi confirment que c'est un bon jeu. Ah ouais? Je sais pas qui... Ah ouais, c'est mon fils, c'est sûr. Ouais, c'est ça, c'est facile quand c'est tes enfants. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un jeu que j'ai dû porter sur sur Tabletopia, dans mon cas, parce que pandémie oblige, la version physique, ça ne marchait plus. J'ai découvert la facilité de faire du prototypage via une plateforme
Super génial que nous, on ait accès à ça. La modification que tu apportes à ton proto, au lieu de faire du bricolage, puis du ciseau, puis du collage, comme j'ai fait pendant des centaines d'heures pour Rockwell. Là, pour Enceladus, ça me prend quelques minutes / heures sur Publisher ou peu importe. Puis mon poteau est déjà prêt à être testé. Fait que pour moi, c'est une plateforme fantastique à 5$ par mois. Là. Puis écoute, tu peux maintenant faire tester ton jeu par quelqu'un de n'importe où dans le monde. Il n'y a plus de limitation. Fait que ça, c'est vraiment cool pour nous. Tu peux faire des présentations à des éditeurs, d'ailleurs, de cette façon-là. Fait que c'est vraiment cool. J'aime ça, travailler là-dessus. Cela dit, le plus difficile, on en parlera peut-être ensemble plus tard, le plus difficile dans la création d'un prototype, c'est de trouver des gens pour le tester. Je trouve que c'est vraiment la partie difficile. Fait que c'est ça. Enceladus, si un jour vous avez la chance de l'essayer, j'aimerais savoir vos commentaires toujours parce que, comme disait Daniel, on bâtit là-dessus. Nous, au moment donné, on est trop proche de la forêt, on voit plus ce qui se passe du tout. De faire jouer ta matante, ça peut être aussi payant que de faire jouer un joueur aguerri parce que c'est des commentaires tout à fait différents que tu vas recevoir, des regards différents. Donc, il faut aller chercher des jeunes, des plus vieux, des joueurs, des non-joueurs. Puis c'est des gens souvent que tu t'attends pas qui vont te faire flasher sur un truc comme tu n'as jamais pensé à ça, puis c'était tellement évident. Mais c'est ta matante Ginette que tu vas l'avoir trouvé en essayant tes affaires. Fait que ça prend vraiment des testeurs. Fait que je veux remercier d'avance et les gens qui ont testé vos jeux, mes jeux, d'investir ces heures-là, ces minutes-là à le tester. Puis au lieu de jouer à un jeu, une valeur sûre, de prendre une chance sur un prototype, pour nous, ça passe par là, on n'a pas le choix. Fait que merci à tous ceux qui prennent le temps de faire ça, de tester et de le débriefer après un petit 15 minutes. Très, très payant pour nous autres. Voilà. Oui, je pense que c'est un très beau mot, Bruno, que tu viens de mentionner, de la collaboration dans la création de jeux, parce qu'une fois qu'au final, un jeu de société, ça le dit, généralement, c'est pour plusieurs joueurs, mais c'est important aussi d'avoir le feedback ou la rétroaction en bon français. Donc, la rétroaction des joueurs, à savoir, eux, comment est-ce qu'ils trouvent le jeu, mais aussi les playtests permet de créer cet échange-là très intéressant entre créateurs et joueurs, et un peu un concept de co-création de jeu, dans ce sens qu'un créateur sans joueur, il y a comme un petit manque, puis les joueurs ont besoin de créateurs pour continuer de vivre de leur passion. Et ce que j'ai apprécié beaucoup, c'est que quand même, de ce que j'observe, il y a beaucoup de communautés, de groupes de créateurs et de joueurs qui quand même se soutiennent. Je vois justement sur le groupe de créateurs de jeux de société Québec qu'il y a quand même beaucoup d'entraide et de soutien dans les playtests, mais effectivement, à un moment donné, c'est d'aller chercher plus de profils de joueurs, pas juste des joueurs très expérimentés, parce qu'au final, pour certains jeux, l'objectif, c'est d'aller chercher le plus de diversité dans le public. Donc, effectivement, si jamais, puis inquiétez-vous pas, à la fin, je vais le nommer, mais Bruno, de ton côté, est-ce que j'en comprends qu'en ce moment, tu es dans la phase de playtest pour Enceladus? Ben, j'étais à la phase playtest depuis le jour 1, en fait. Moi, je joue, j'ai réécrit mes règles, je rejoue, je réécris mes règles, je change mon poteau, je réécris mes règles. Mes règles sont en constante évolution, puis c'est le bout que j'aime beaucoup, beaucoup. L'écriture de règles, ma blonde pourrait me chialer là-dessus parce que je fais que ça, réécrire mes règles, réécrire chaque virgule pour être sûr, le flow de tout ça. Mais oui, puis moi, c'est mon bout préféré, le testing. C'est pas d'avoir vu Rockwell sorti puis tout ça. Oui, c'est plaisant, mais le bout qu'on a passé ces 2 ans-là à tester toutes les 2 semaines avec une gang de gars, le fun qu'on a eu à faire ça, c'est vraiment de loin mon bout préféré dans la création de jeux de société. C'est pas les sous, évidemment, parce qu'on fait pas de sous avec ça, ou très, très peu. Puis c'est le bout de... C'est ça. C'est l'investissement des gens, leur amitié, leurs commentaires, mais qui acceptent de passer du temps avec toi. Best in the world, c'est vraiment cool. Wow! C'est des belles valeurs. Je ne peux qu'être d'accord avec ça. Et surtout en situation de pandémie, ben, on veut socialiser. Donc, autant socialiser en testant des jeux. C'est un bon moyen. Absolument. Super. Donc, ben, merci beaucoup, Bruno, d'avoir pris le temps de parler de Rockwell et de ton autre jeu, Enceladus, qui est en
constant peaufinement, comme tu le nommes si bien. Je suis en accord avec tous les gens dans le chat qui disent que les communautés d'auteurs au Québec sont très unies, puis que il y a des playtests couramment, que les gens participent assez bien. Donc, c'est le fun de voir l'effervescence des auteurs québécois, si bien dit virtuel Jeffery. Donc, on va y aller suivre avec notre dernier créateur, en fait designer de jeu ici. Juste avant, je vais juste faire une petite transition parce que là, Nicolas va nous partager son écran. Donc, je vais juste faire une transition pour te donner un cadre plus grand. Ce sera pas long, je fais ça à l'instant. Donc, ouais, dans le fond, moi, le jeu que je suis en train de designer en ce moment, c'est Megapulse, qui est peut-être connu de Megapulse Hyperdrive. C'était le nom qu'on avait avant. On l'a renommé pour le raccourcir. En fait, c'est un jeu de course futuriste pour 1 à 4 joueurs. On parle d'une durée d'environ 45 à 60 minutes pour une durée moyenne. Donc, j'aime pas les jeux de course, ok, je vais le dire. J'ai jamais trippé les jeux de course dans les jeux vidéo, les jeux de société. J'ai toujours trouvé qu'il manquait quelque chose. Puis c'était juste pas excitant pour moi parce que je suis pas vraiment un gars de char non plus. Donc, pourquoi j'ai designé ce jeu, alors vous demandez peut-être? Et en fait, ma réponse réside dans un seul nom, Mario Kart. Je me suis rendu compte que Mario Kart, en fait, c'est un classique. On aime jouer ça entre amis, se lancer des carapaces, juste le thème plus léger et moins rapproché de la réalité du jeu vient aussi augmenter le plaisir, je crois. Et donc, avec Megapulse, je voulais vraiment créer un feeling aussi interactif que Mario Kart. Donc, un jeu où on a du fun, à se tirer dessus, à se pousser sur les murs et à aller vite sans vraiment se soucier de vraiment le côté plus réaliste de tout ça. Donc, on a enveloppé ce genre de gameplay-là dans une thématique qui va beaucoup vous rappeler les vieux jeux Wipeout ou F-Zero, les jeux de course de nos enfants sur les vieilles consoles de jeux. Donc, des véhicules qui vont flotter au-dessus de la piste plutôt que d'avoir des roues et dans une ambiance très comme dans Tron, si on veut, des couleurs extrêmement vibrantes. Donc, c'est le résultat qu'on se retrouve avec. Donc, c'est également un jeu où plutôt que de lancer des dés pour avancer tous les tours, on va demander aux joueurs de réellement faire l'action. Donc, on va vous immerser dans chacun de vos mouvements. C'est vous qui les faites. Vous tirez vos adversaires, vous vous déplacez là où vous le voulez. Vous tentez d'atteindre les boosts de vitesse pour aller plus vite, gagner de la nitro, etc. Donc, on est basé sur l'action, l'interactivité, le dynamisme. C'est un peu notre motto pour ce jeu-là. Donc, pour vous présenter rapidement un peu la mécanique du jeu, en fait, on a des cartes d'action dans notre main. Et tous les tours, en fait, ça va être une sélection de 2 cartes qu'on va vouloir choisir et mettre face cachée devant nous. Et une fois que tout le monde va avoir choisi les 2 cartes pour son tour, on va les dévoiler, puis on va prendre nos tours. Donc, ce n'est pas de la programmation d'action en tant que telle, puisque les actions qu'on a choisies, on n'est pas obligé de les faire dans le même ordre qu'on les a placées. Donc, on a vraiment une grande liberté à notre tour de qu'est-ce qu'on fait dans quel ordre, mais ça va être de la planification d'actions. Donc, est-ce que je vais passer par ce chemin-là? Est-ce que je vais essayer de viser ce boost-là? Peut-être que je vais placer une bombe devant la face de mon adversaire ou même que je voudrais leur tirer dans le derrière. Donc, vraiment, on va devoir choisir quel chemin va être le plus rapide, le plus avantageux pour nous en essayant aussi de screw up le jeu de nos adversaires. Mais donc, tout ça, ça va être aussi un genre de mind game, si on veut. Donc, les autres aussi tentent de faire la même chose et de détruire nos plans en même temps. Donc, voilà. Donc, on a beaucoup d'actions possibles là, dans notre main. Donc, on peut charger une jauge de nitro qui va nous rappeler un peu certains de jeux futuristes où on charge la nitro et à un moment donné, on peut appuyer sur un bouton pour avancer super vite dans la course. On va pouvoir prendre des virages qui vont être dangereux. Dans le fond, dans les virages, on se rapproche dangereusement des murs et si on frotte sur les murs, on perd des points de vie. Donc, notre but, ça va être soit de passer plus lentement ou d'y aller à full pin puis d'essayer de contrôler ses mouvements le plus possible. Donc, vraiment une question de gérer le danger dans nos déplacements. On a différents personnages qui ont chacun des capacités légèrement différentes. On n'est pas dans un jeu extrêmement asymétrique, mais on a quand même des petites capacités différentes par rapport aux autres. Donc, par exemple, le Trickster qu'on a ici, il y a un grappin, donc il peut s'agripper derrière un autre joueur puis se faire traîner durant son tour. Sinon, si on pense à l'expert, il y a une petite moto
plutôt que d'avoir un char, il est en moto comme dans Tron. Donc, il est beaucoup plus précis dans ses mouvements. Il peut se déplacer en diagonale. Donc, chacun a son petit côté différent. Et là où le jeu devient vraiment intéressant, c'est les cartes d'amélioration, donc les upgrades. On a une trentaine d'améliorations complètement différentes. Et ce qu'on a voulu essayer de faire dans ce jeu-là, en fait, c'est plutôt que vous donner des options de modifier votre véhicule avec des bonus. Donc, plus un de mouvement, moins un de telle affaire. Ce qu'on vous donne accès à, c'est carrément des nouvelles mécaniques de jeu. Donc, on va avoir des cartes qui vous laissent placer des nouvelles bombes sur le jeu, des cartes qui vous font échanger de position avec les autres, qui vous font tourner l'autre bord des murs comme si vous étiez dans un genre de carrousel. Donc, il y a vraiment toutes sortes d'actions différentes qui vont vous permettre de personnaliser comment vous voulez courser durant le jeu afin d'avoir la main... de remporter en fait la course. Et tout ça en fait avec un plateau modulaire. Donc comme vous voyez en ce moment, on a une course qui a été montée, mais si je voulais, je pourrais carrément juste déplacer le terrain, former une nouvelle piste. Donc on a environ une vingtaine de morceaux qu'on peut réarranger et former vraiment la piste de notre choix. Donc c'est extrêmement modulaire en fait. Et les modes de jeu aussi. Donc, en ce moment, on voit plus une course standard. Le but, c'est d'être le premier à terminer la course, n'est-ce pas? Mais on a des modes de jeu de derby, de démolition. On a des modes de jeu qui vont être un peu comme la tag. Donc, on va tenter de se rentrer dedans pour avoir un genre de couronne au-dessus de notre tête. Donc, vraiment, une foule de choses différentes à faire dans cette expérience-là. Donc, c'est un jeu de complexité moyenne. Là. Donc, on parle de, si vous êtes amusé avec le rating de BGG, on parle peut-être d'un 3.5 sur 5 en complexité. Et on est dans les dernières étapes du développement. Là. Donc, on pense aller sur Kickstarter dans les prochains mois avec ce jeu. Voilà. Super. Il y a eu plusieurs questions. Peut-être y répondre tout de suite. J'ai juste remonté un peu. On me demandait, est-ce qu'il y a une mécanique de rattrapage comme dans Mario Kart? Oui, bonne question. Il y a en effet une mécanique de rattrapage comme dans Mario Kart qu'on appelle le catalyst. Donc, dans Mario Kart, si on est trop loin derrière, en fait, basé sur notre position, on va avoir un objet spécial qu'on peut utiliser, on peut trouver dans les petites boîtes, les boîtes point d'interrogation. Dans ce jeu-là, en fait, on a un truc similaire. Chaque personnage a un catalyst qu'on appelle, qui est le genre de discours interne qui se font quand ils sont trop loin derrière. Et en tant que pilote, on est comme non, je suis pas venu ici pour perdre. Il faut pas que je me laisse avoir par eux autres. Et là, on devient soudainement ouvert à tout notre potentiel. C'est un peu cette mécanique-là. Donc, une de nos cartes de notre main, la carte Catalyst, va nous permettre de faire une action unique et spécifique à notre personnage. Mais si on est plus loin derrière, donc si on est vraiment en retard, cette capacité-là va devenir encore plus puissante, en fait de plus en plus puissante, plus qu'on est derrière. Donc, ceux derrière vont permettre de se rattraper avec cette carte-là, qui va s'améliorer d'après leur position. Ce qui fait en sorte que magiquement, là, comme par magie, toutes les games de Megapole se finissent extrêmement serrées. À peu près tout le monde peut terminer la course dans le même tour, et c'est souvent une question de 1, 2 ou 3 cases d'écart entre tous les joueurs à la fin d'une partie, ce qui fait un climax extrêmement excitant à chaque partie. Donc, voilà. Super. Une autre question, je pense que tu as répondu un peu, c'est de savoir c'est quand que la campagne de financement, socio-financement allait commencer. Pour être tenu au courant, où est-ce qu'on peut aller? Oui, tout à fait. Dans le fond, pour ceux qui m'ont suivi, là, on pensait peut-être la faire plus tôt cette année. Finalement, on a encore quelques petits changements qu'on aimerait faire au jeu qui ont nécessité plus de séances de playtest et surtout qu'on veut très bien se préparer. J'ai pas envie de lancer la campagne si je suis pas à l'aise à 100%, surtout que c'est plus pour apprendre que je fais ce projet-là. Donc, comme on a dit, il n'y a pas d'argent à faire là-dedans. Fait qu'on aussi bien attendre quand on est prêt et qu'on se sent confortable. Du coup, il n'y a pas de date fixée dans le béton pour l'instant. On a peut-être une date milieu de l'été, fin de l'été. C'est ce qu'on vise, mais on y va au jour le jour. Si vous voulez être tenu au courant de la date de lancement, on a notre site web, donc jeu-orion.com, ou notre page Facebook aussi, notre groupe Facebook. En fait, le groupe Facebook, je pense, s'appelle simplement Megapoles. C'est le nom du jeu. Donc, si vous rejoignez, on a toutes nos nouvelles qui vont être publiées là, la date de lancement et tout.
Super. Donc, tout à l'heure, je vais vous inviter à écrire les informations dans le chat, mais sinon, comme j'ai indiqué tout à l'heure, je vais les mettre. Attends, je vais réapparaître. Et voilà. Euh, Attends, non, je ne suis pas réapparue. Je vais les mettre dans le descriptif de la vidéo lorsque ce sera republié. Super. Donc, effectivement, je pense que, Nicolas, vous n'avez pas d'éditeur, mais vous allez en auto-financement. Ouais, sur Kickstarter, exactement. OK. Merci, Catherine, d'avoir mis le lien et les informations. Super. Oh, Nicolas, t'es rendu immense. Oh non! Je vais te rapetisser. Parfait. Ouais, j'ai annulé mon partage d'écran, c'est pour ça. Oui, c'est ça, la connexion a fait comme yeah! Bon, je vais te laisser comme ça pour le moment. Super! Parfait. Donc, on a fini ce magnifique tour de présentation de jeux. C'est vraiment intéressant. Puis, je trouvais ça très intéressant aujourd'hui de voir 4 créateurs de jeux avec des profils différents, des styles de jeux différents, mais aussi vous êtes rendus à des étapes plus ou moins différentes dans votre création de jeux. Et ça m'est venu à me dire, ça pourrait être super intéressant de vous poser des questions sur vous en tant que créateur, auteur, designer. Comment est-ce que vous vivez à travers tout ce processus-là de création? Parce que c'est quand même, je pense qu'on peut s'entendre pour dire que c'est quand même un long processus dans lequel on vit des hauts et des bas. Souvent, les phases de playtest, je pense, Bruno, c'est ça, tu disais tout à l'heure que c'est la partie que toi, tu tripais, que tu aimais beaucoup. Mais parfois, ça peut être assez difficile aussi. Il y a des obstacles, il y a des enjeux assez prenants. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser des questions ouvertes. À tour de rôle, vous pouvez y répondre. Si vous n'avez rien à dire dessus la question, c'est correct, il n'y a aucun problème. C'est juste pour permettre aux gens qui nous écoutent, aux super spectateurs, de connaître un peu c'est quoi l'envers du décor quand on est créateur de jeux. Parce que nous, on voit le produit final. Ceux qui jouent et qui font les playtests voient un peu plus l'évolution. Mais sinon, généralement, les joueurs ont juste accès au jeu lorsqu'il est édité et finalisé. Ils ne voient pas toutes les années et tout le processus derrière, qui est quand même une grande partie de création d'un jeu de société. Donc, je vais lancer ma première question ici. En quelques mots, on reste encore là en quelques mots, quelques phrases. Certains d'entre vous l'ont nommé, mais sinon, l'idée du jeu que vous venez de concevoir, que vous venez de parler, cette idée-là vient d'où exactement? En quelques mots, quelques phrases, il y en a parmi vous qui l'ont déjà nommé, mais est-ce que c'est une idée qui a germé pendant des années? C'est sur un coup comme ça, vous êtes dit let's go et vous avez foncé. C'est quoi un peu ce processus-là, le point de départ de votre jeu? Si ça vous va. Dans le fond, moi je l'ai dit un peu tantôt, dans le fond, Pascal et moi, on était en train de faire différentes approches, là, qu'on se demandait qu'est-ce qu'on allait faire plutôt que de regarder la télé le soir. Puis on cherchait quelque chose de créatif parce que Pascal est très créative, c'est une artiste dans l'âme. Moi, je l'ai aussi un peu différemment. Fait qu'on cherchait ça, puis dans le fond, elle est arrivée une fois avec une idée, là, comme je disais, un peu sortie de nulle part. Elle dit j'ai rêvé à ça, on dirait, ou je me suis réveillé avec ça. Là, on ferait des serpents, là, en plaçant des morceaux, mais tu sais, on mettrait des vrais morceaux, mettons. Puis là, je fais ah ouais, ok, attends, c'est le fun. On pourrait avoir des cartes avec des objectifs. Ah ouais, des couleurs, ok. Puis là, dans le fond, on s'est mis à faire un genre de proto avec des blocs Lego là, pour voir si ça marchait un peu. Puis, tu sais, ça fonctionnait bien. Puis, ben, tu sais, il y avait quelque chose derrière ça. Fait qu'on a juste comme poussé un peu l'idée. Puis, à un moment donné, on est arrivé un peu bloqué. Tu sais, tantôt, tu disais les moments qui sont difficiles, on va peut-être y revenir. Mais tu sais, il y a des moments où on dirait ouf, ça se stalle, puis on n'avance plus, puis on ne sait pas pourquoi. Ben nous autres, c'était parce que là, le thème, on n'avait pas exactement le thème qu'on voulait. On cherchait un nom, puis tout ça, puis c'était sur les serpents, mais tu sais, c'était le fun, mais c'était pas encore parfait. Puis à un moment donné, quand on a cherché le nom du jeu, ben là, Pascal elle a été elle a fait comme un champ lexical avec tout ce qui avait rapport au serpent, puis tout ça, puis elle me sort ça, puis là, je regarde, puis là, je me dis, ben voyons, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans, tu sais? Puis là, elle me dit Asclépios à un moment donné, puis je dis, ben pourquoi un dieu grec? C'est le dieu de la médecine, c'est quoi le lien? Puis là, je fais, ah oui, ok, c'est parce que son attribut, c'est le serpent. Je dis, mais là, ça va loin, là, ça n'a pas rapport, là, rendu là. Puis là, je fais, ah ouais, mais là, si tu veux un dieu, tant qu'à ça, on va prendre Quetzalcoatl. Ça, c'est un... Puis là, j'ai arrêté ma phrase là, puis je fais,
Chérie, c'est bon, on l'a, c'est sûr qu'on l'a, là. Ça, c'est le thème, là, c'est malade. Quetzalcoatl, c'est un serpent à plumes coloré au bout, comme nos affaires. Ça va être fou, on s'en va dans l'univers aztèque. Là, je suis genre parti en courant quasiment à la bibliothèque, chercher ces aztèques là-bas, puis là, on est parti là-dessus. Puis ça a complètement comme relancé le projet, l'engouement qu'on avait pour, puis le développement a été en flèche à partir de là. Fait que c'est toutes des petites choses, des fois. Des fois, c'est comme intangible, qu'est-ce qui va le faire partir, mais ça part, puis oups, on fait du pouce beaucoup là-dessus. Mais nous autres, on est deux aussi, là. Moi, honnêtement, j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de respect, mais même de profonde. Je trouve ça incroyable que des gens soient capables de faire leur jeu comme tout seul, parce que nous autres, on rebondit beaucoup sur les idées de l'un et de l'autre, puis sans ça, je ne sais pas jusqu'à quel point je serais capable de faire un jeu, mettons, par moi-même. Wow! Donc, c'est très intéressant, tu l'as bien mentionné, qu'il y a des moments où est-ce que, oups, on a des creux, et là, hop, une idée géniale qui vient raviver la flamme, et là, c'est reparti pendant X nombre de temps. Donc, ça, c'est intéressant. Et le travail en collaboration, bien sûr, aussi. Super! Est-ce que d'autres personnes parmi vous, je sais, cette question-là, vous l'avez déjà un peu tous répondu, si jamais vous voulez ajouter quelque chose, sinon on va passer à la question suivante. Ben, en fait, peut-être que j'aimerais acheter quelque chose là-dessus. Qui est qu'il y a beaucoup de gens qui ont un débat, l'œuf ou la poule. Est-ce que vous commencez par désigner en commençant par la thématique ou la mécanique? Et donc là, il y a plein de gens qui ont des réponses différentes à ça. Moi, la façon que je le vois souvent pour ma création, et c'est très personnel, c'est qu'il y a tellement de thématiques qui me feraient triper à créer des jeux dedans, et tellement de mécaniques comme que j'ai d'idées qui brainstorm dans ma tête à toutes les secondes, que souvent, je m'arrête pas à ça et j'attends de trouver ce que j'appelle un moment. Pour moi, un moment, c'est soit une décision qu'un joueur pourrait prendre, une situation dans laquelle il pourrait se trouver, tout ça dans un contexte peut-être préétabli. Comme par exemple, la plupart des jeux de bluff, leur moment, peu importe la mécanique ou la thématique autour du jeu, c'est souvent ce moment où ce que tu regardes un autre joueur avec les yeux plissés, tu essaies de lire à quoi il pense, est-ce qu'il y a dans sa main la carte qu'il s'apprend pour me tuer, ou est-ce que c'est l'imposteur ou pas. Donc, par exemple, nous, dans Megapulse, qu'est-ce qui nous a fait dire oui, on crée ce jeu-là, à place de juste partir sur toutes les idées à droite et à gauche? Pourquoi celle-là spécifiquement? C'est qu'on trouvait vraiment intéressant le moment qui est souvent une balance, là, un dilemme entre aller plus vite et perdre des points de vie, ou y jouer sécuritairement mais rester derrière, dans un contexte où tous les joueurs se tapent dessus constamment. Donc, je sais pas prédire ou prévoir les comportements des autres. Donc, le moment, c'est vraiment le moment de dévoiler ses cartes, faire comme ah, mon petit maudit, t'as joué la carte qui me tire dessus, c'était le point de vie qui manquait pour me tuer ce tour-ci. Je pensais que t'allais pas y penser puis que j'allais le manquer. Donc, c'est un moment d'excitation, un moment de révélation qu'on veut faire vivre aux joueurs souvent, qui n'est pas en lien avec le climax du jeu. Le climax du jeu peut rester excitant, mais ça prend également un moment qui revient régulièrement dans les tours de jeu, qui donne un sourire aux lèvres aux joueurs, qui leur dit « maudit que j'aime ce jeu-là ». Fait que c'est souvent par ce moment-là que je commence lors de la création. Oh, wow, ok, super intéressant. Puis les gens laissent dans les commentaires justement tout ce qui est l'aspect aussi justement playtest et de voir la réaction des joueurs. C'est ça qui engendre un boost de motivation, d'énergie, puis de s'adapter par rapport aussi aux réactions des joueurs parfois. OK, ben super, merci beaucoup Nicolas. Moi, si je peux surfer sur ce que Nicolas vient de dire, Ben oui. Elsa. En fait, pour moi, Nicolas, tu as dit le mot-clé qui est important dans le jeu de société, c'est dilemme. Pour moi, le jeu de société, c'est le dilemme. Il est là le plaisir. Pour moi, en tant que joueur, pas en tant qu'auteur de jeu, quel dilemme, combien de dilemmes que je peux faire traverser mes joueurs et lesquels, il faut que tu doses là-dedans pour que ça soit aussi plaisant, mais tout est une question de dilemme. Et Rockwell, c'était, bon, je vais les faire coopérer, ils vont devoir travailler ensemble, mais c'est partager des ressources, puis ça ne sera jamais égal, il va être là le dilemme. Dans Enceladus, c'est le dilemme, est-ce que j'investis dans la chimie, est-ce que je fais travailler mes chimistes pour faire découpler mes ressources, ou j'investis dans les bâtiments de production qui vont faire des ressources par eux-mêmes, puis toujours être dans le « oh, j'aurais dû faire A, j'aurais dû faire B ». Pour moi, c'est ça qui est le fun dans un jeu. Plus il y a de dilemmes, dosés, plus mon jeu va être engageant, intéressant, puis ton fun factor va être décuplé,
puis tu vas être satisfait à la fin de ta partie. J'aurais donc dû faire ça à tel moment. Puis là, on rit, puis on en reparle. Puis comme dans Odin, qui est mon jeu préféré, La gloire d'Odin, c'est que ça, des choix de dilemme. Puis je sais pas, vous devez le connaître, là. Puis à la fin, on peut débriefer nos parties d'Odin parce qu'on aurait dû faire X, Y, j'ai pris telle île. Puis pour moi, le jeu de société, c'est ça. C'est le dilemme qui est le plus important. C'est d'ailleurs ce qui différencie le jeu de société qu'on dit moderne maintenant du jeu de société qu'il y avait v'là quelques décennies, c'est-à-dire c'est des choix. Tu sais, faire des choix, quand Bruno parle de dilemme, j'entends la même chose, mais tu sais, j'entends les choix qu'on fait en tant que joueur. Fait que, oui, c'est ça. J'ai des choix, j'ai des options devant moi, puis j'en ai plusieurs, puis je vais en prendre une, puis parce que je pense que c'est la bonne, puis quand c'est payant, ben, je vais me sentir vraiment bon. Puis quand ça marche pas, mais là, ça va me prendre. Donc ça amène des émotions. Puis ça fait le lien aussi avec ce que Nicolas disait, c'est les émotions, les choix. Moi, je suis un peu comme les autres. Quand j'ai créé Precidius, quand j'avais vraiment la mécanique complète dans ma tête, c'était de dire, OK, je peux jouer puis parler avec le monde autour de moi, puis de dire, qu'est-ce que je suis capable de faire, ce que j'ai dans les mains. Moi, je voulais que, quand ça va être rendu à mon tour, là, je sais ce que je peux faire. Je ne sais pas ce que je dois faire parce qu'il y a des choix à prendre, il y a des choix critiques à prendre. Puis dans mon jeu, il y en a qui rentrent à tous les tours des monstres, puis les priorités vont changer, tout dépendant de ce que les autres joueurs vont avoir fait. Moi, j'appelle ça le processus go-no-go. Moi, j'aime pas ça, un jeu que, quand ça va être rendu à moi, là, ben, il y a trop d'hasard qui va faire que je réussirai peut-être pas à faire ce que je voulais faire. Rendu à mon tour, j'ai mes cartes en main, je le sais, le monde, je peux le battre, je suis capable de le battre. Je vais y aller, je vais me déplacer, ça va se faire. Donc, si je n'ai pas eu le temps de voir cette espèce d'interaction-là avec les autres joueurs, puis de communiquer qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, les intentions qu'ils vont avoir durant la manche, ben, je ne réussissais pas à avoir ce que moi je voulais dans le jeu. Fait que moi, mon but ultime, c'était vraiment qu'on partage le moment. Pas juste dire, OK, bon, ben, va là, fais ça. Puis va là, fais ça. Moi, c'est vraiment une expérience en équipe. Puis, honnêtement, je pense que ça, c'est très réussi. Tu n'as pas le choix de coordonner tes actions. Tu n'as pas le choix de dire ce que tu vas faire, de dire tes intentions. C'était super important quand j'ai commencé vraiment à aller à un step up, là, de dire, OK, ça, je veux que ça soit là, il faut que je bâtisse le jeu pour que ça devienne un point important. Ce qui fait qu'au bout de la ligne, ben, l'expérience est là. Puis à tous les tours, ben, il faut créer, comme un petit peu on disait, l'effet wow. Là. Ça prend quelque chose qui fait que quand tu es rendu à jouer et que ça tombe à plat, il n'y a pas rien, il n'y a pas d'effet qui arrive. Je pense que tu passes à côté de quelque chose. Il faut vraiment que tu aies un effet wow. Puis quand tu commences à créer un jeu, il faut que tu commences déjà en partant à cibler s'il va en avoir un. S'il n'y en a pas, trouve-en un. Ça, c'est sûr. Mm-hmm. Je pense que vous êtes tous bien d'accord sur l'importance de faire vivre des émotions aux joueurs. Et bien sûr, j'en comprends que parfois au départ, on a certaines intentions par rapport à son jeu, soit de créer des dilemmes, des conflits, soit de faire des émotions agréables, positives, etc. Et que là, à travers le playtest, les feedbacks, ben, c'est là qu'on s'ajuste par rapport à ça. Les gens disent dans le chat, puis c'est une des questions justement qui arrive, que c'est plus difficile en ce moment de développer un jeu à cause du confinement, les playtests qui se font de manière virtuelle, c'est difficile d'identifier les émotions à distance, des fois, tu sais, la technologie, nos images figent, etc. Comme certains disent, ben, des fois, on ne peut pas avoir l'information juste sur certaines mécaniques de notre jeu parce que les mécaniques sont comme un peu transformées à travers le jeu à distance. Et là, ma prochaine question, c'est justement à travers le processus de conception de votre jeu et les playtests, pour vous, c'est quoi qui a été le plus grand défi? Qu'est-ce que vous sentez qui ont été peut-être les obstacles ou les choses difficiles à gérer? Vas-y, Daniel. Ben, écoute, moi, je l'ai dit tantôt, c'est de trouver des gens intéressés. Trouver des gens qui vont être... T'allais là aussi, ouais. C'est de trouver des gens qui vont dire, d'accord, je te consacre 2h30 de mon après-midi du samedi pour passer du temps avec toi sur ton projet, alors qu'ils pourraient faire plein de trucs chez eux avec ses enfants ou, tu sais, là, ils t'accordent du temps et c'est ça. Il y a un peu d'abnégation là-dedans, c'est fou. Parce que, comme je disais, des bons jeux, il y en a déjà.
7000 à vendre qui existent déjà. Pourquoi que tu en fais un nouveau? Je veux dire, on va te sortir Rodin à la place, c'est moi qu'on. Mais ils t'accordent du temps, puis c'est de trouver ces gens-là et de le faire de façon récurrente, parce que si je teste une fois par 2 semaines, ça va prendre 7 ans, comme ça fait 7 ans que je travaille dessus. Mais si je testais à tous les jours, 2 fois par jour, mon jeu aurait pris, il prendrait 80% moins de temps. C'est de trouver des gens intéressés. Moi, le plus gros, le plus gros défi, ça reste toujours ça. Aucun doute. Un des défis aussi, c'est excuse. Non, vas-y. De créer. Moi, le problème, c'est que je suis perfectionniste. Je suis pas capable de jouer à un prototype en noir et blanc fait sur une feuille de papier au stylo. Ça, c'est un gros problème que j'ai. Moi, ça me prend une espèce ça me prend un visuel quand même minimaliste. Puis, de présenter ça comme ça, pour moi, c'est pas assez. Fait que moi, il faut que j'apprenne vraiment à travailler parce que là, tu sais, on s'entend, là, j'en ai mis du temps dans les images, dans les cartes, dans le plateau. J'ai 230 heures de dessin juste sur le board, là. Fait que, à un moment donné, il faut que j'apprenne à travailler là-dessus. Fait que ça, c'est une difficulté que moi, il faut que je passe par-dessus, là, c'est de dire, OK, un prototype, c'est fait minimaliste. Arrête de te mettre la barre trop haute, de dire le monde, tu sais, parce que c'est toujours pour dire, comme on en parle, d'attirer le monde qui veut tester un prototype. Tu sais, tu arrives avec ta boîte, tu es faite sur du papier blanc, faite au petit crayon, tu essaies de te dire, ouais, il va-tu vouloir essayer ça, comme Bruno dit, il y en a déjà 100 000 jeux, là, des beaux, des bons, sont déjà capables de jouer à ça. Là. Fait que moi, c'est ça ma difficulté, de baisser ma barre, de dire, OK, on part plus minimaliste, puis on s'en va avec ça. Fait que je travaille là-dessus. Ah, c'est bien. Je pense que c'est d'être capable d'identifier c'est quoi nos difficultés personnelles est déjà une première étape, d'en prendre conscience. Puis après ça, ben, au moins, ça permet de graduellement travailler là-dessus. Bientôt, tu vas être capable. Là. Tu vas travailler, tu vas être testé avec, sur un bout de napkin, puis ça va être correct. C'est un bon point parce qu'en effet, on a tendance à vouloir mettre ces protos beaux. Puis c'est vraiment récurrent. Là, tout le monde veut essayer de faire le plus cute proto. Ça va être beau pour le testeur. Et moi, en tant que designer graphique, encore, j'ai ce problème-là, c'est sûr. Mais ça crée aussi un problème, c'est que si tu fais un proto assez beau pour que les joueurs puissent être invités à jouer, tu crées aussi un proto assez beau pour que ça te brise le cœur de vouloir faire des changements rapidement et de quitter la version actuelle que tu as dans ton orientation graphique ou dans tes mécaniques. Donc, tester rapidement. En fait, il y a un dire qui se dit beaucoup là, dans le domaine qui est fail faster, donc échouer plus vite, faire des trucs rapidement, des protos rapides, pas beau, mais c'est pas grave, on teste les mécaniques, on fait des itérations et ça nous permet d'avancer beaucoup plus rapidement. Et une fois qu'on passe à travers le stigma de il est pas beau, je devrais, est-ce que les gens vont vraiment vouloir y jouer, on se rend compte que c'est très efficace. Et pour rebondir aussi sur ce que Bruno disait, j'ai aussi eu le pire des moments à essayer de trouver des joueurs pour faire des playtests dans les débuts. Mais si je peux donner une suggestion à quiconque arrive à parler anglais assez fluidement pour pouvoir faire des playtests en anglais. Il y a tellement de groupes Facebook et de communautés de créateurs anglophones que tu vas rien que faire un post sur Facebook, dire « Je cherche des playtesters », tu auras 12 réponses, tu vas pouvoir te remplir une semaine de playtest. C'est extrêmement, vraiment enrichissant. Et souvent, c'est des designers aussi qui ont une très bonne approche sur comment te donner du feedback pertinent pour ton jeu. Donc, pour trouver des playtesters, malheureusement, la communauté anglophone est extrêmement plus grande. Ça ne veut pas dire de faire ton jeu en anglais, simplement du moins de peut-être playtester dans ce bassin-là également. Avec le virtuel aussi, ça le permet. Là, on recule de 8-9 ans, tu ne faisais pas ça. Tu n'avais pas cette capacité-là. Si tu étais moindrement éloigné, moi je suis dans le coin de Sherbrooke, mais je ne suis pas à Sherbrooke. Tu sais, dire, OK, ben là, je vais communiquer avec le monde comment, moi, pour aller chez eux, tester ça. C'est ça, là, ça l'a changé, ça a évolué beaucoup pour le mieux. Je me souviens l'an passé, justement, avoir fait des 2 heures de route, aller chez du monde faire des playtests de Megapulse. Et aujourd'hui, je ne pourrais plus imaginer faire ça. C'est tout sur Tabletop Simulator. Et ça aide tellement. Ça peut paraître intimidant. J'ai beaucoup de créateurs nouveaux et même expérimentés, des game designers professionnels, qui me disent « j'ai fait faire mon implémentation Tabletop Simulator par quelqu'un d'autre. Et peut-être des fois, ça leur coûté de l'argent ou du moins de la patience. »
Mais si je peux dire un truc, c'est que Tabletop Simulator, c'est plus facile que vous le pensez, c'est intimidant, mais ça vaut la peine. Une fois que vous savez comment faire vos protos là-dessus, ça va vous sauver tellement de temps et d'efforts. Donc, prenez le temps d'essayer d'apprendre, d'aller chercher de l'aide, puis ça vaut la peine. Super, je pense que c'est très intéressant. Ce que vous mentionnez tous les deux, Daniel et Nicolas, justement, d'y aller avec les outils du moment aussi, dans ce sens qu'en ce moment, ben, Tabletop Simulator, Tabletopia, si je me trompe pas, et autres, qui permettent de mettre en place des jeux justement en format virtuel, qui peuvent beaucoup faciliter les choses, parce que ben, c'est plus facilement accessible aussi. Les gens, des fois, surtout en ce moment, sont moins réticents à rester devant leur ordinateur que de se déplacer et autres. Donc, ça a une économie de temps, d'énergie aussi. Ça permet d'aller chercher plus de gens sur les réseaux sociaux. Et ben, c'est quand même une réalité, Nicolas, que tu as nommé, qu'en ce moment, et là, je croise les doigts, parce que en ce moment, la communauté de joueurs, de créateurs de jeux de société, auteurs, designers, est encore tout petite au Québec. On croise les doigts pour qu'elle grossisse, mais ça se peut qu'en ce moment, tu sais, pour arriver justement à grandir, ben, c'est d'aller ailleurs, voir, avoir le soutien en fait d'autres communautés qui sont déjà un peu plus expérimentées à ce niveau-là. Et après ça, ben, de grandir en tant que belle communauté de créateurs québécois de jeux de société. Tout à fait. Je pense que tout le monde est à peu près d'accord sur à peu près les mêmes défis. Donc, on garde ça en note. Ça veut dire, ceux qui aiment playtester, ben, allez-y, là, je l'ai indiqué, gênez-vous pas, allez leur écrire. Je pense que, et je suis vraiment étonnée même d'apprendre ça. J'étais d'un regard externe, bien sûr, parce que moi, j'adore ça, playtester vos jeux. Sur le groupe de créateurs de jeux, j'essaie à chaque fois que je suis libre de pouvoir en tester, mais j'étais sûre que c'était pas une problématique. Donc là, je suis étonnée d'apprendre ça. Mais de notre côté, en tout cas, ça n'a jamais été tant une problématique. On ne l'a pas vécu vraiment de la même façon. Du moins, avec Quatul, je dirais que moi, le gros défi, en fait, c'était d'avoir du temps nous autres. C'est sûr que là, je comprends aussi que ça, c'est le défi, j'imagine, quand on co-design avec les conjoints ensemble. J'ai 3 enfants, fait que c'est sûr que quand on va faire un test, ben, il faut que les enfants soient couchés ou ben, qu'ils se fassent garder. Là, on s'entend que de ce temps-ci, il faut qu'ils soient couchés. Mais donc, dans le fond, ouais, nous autres, le défi, ça a été plus de trouver tous ces moments-là, puis de prendre ce temps-là qui a même un peu hypothéqué à un moment donné le côté familial, là, puis c'est correct, là, je veux dire, en tout cas, il fallait passer par là, je pense, là, quand on veut se donner à fond sans que ça soit exagéré, mais tu sais, le jeu a été présenté Quatul à Carl Briand dans un concours. C'était le jour de l'anniversaire de ma fille. Là. Elle était avec nous autres à côté parce que c'était sa fête. On avait dit, ben, viens avec nous, puis tu vas pouvoir jouer à d'autres jeux. Puis elle avait trippé ben raide, finalement, mais on n'était pas trop sûr, mais c'était quand même sa fête là, ce jour-là. Mais ça tombait le jour d'un concours qu'on voulait faire pour présenter Quatul, puis le présenter à plus de monde. Fait que, tu sais, il y a tous ces choix-là quand même qui sont un peu fous. Puis, mais pour tester, c'est sûr, là, effectivement, les plateformes virtuelles sont super le fun. Puis la communauté, on l'a nommé, est super le fun. Mais il reste que quand, hors pandémie aussi, nous autres, ce qui nous a vraiment aidé, c'est tous les événements. On s'est arrangé pour aller dans les événements ludiques, puis être là, puis être présent, puis faire tester le jeu à ce moment-là. Fait que, dans le fond, là, encore là, ben là, il faut vouloir aussi. Là, on se le dit, tu vas dans un événement, puis tu as une petite table sur le côté, puis c'est pas évident que les gens vont venir vers toi, mais moi, je suis pas trop gêné dans la vie. Là, fait que moi, j'allais vers les joueurs, puis je leur disais, hey, voulez-vous venir essayer ça? On a fait un jeu, puis ça, puis dans le fond, il y en a qui sont intéressés, il y en a qui sont trop gênés pour te dire non, ben tant pis pour eux, ils viennent pareil. Puis dans le fond, puis tranquillement, ou même j'allais aux tables, puis regarder qu'est-ce que les gens jouaient, puis je voyais des gens qui jouaient à Azul, ou ils jouaient à, je sais pas, Dragon Castle, ou à Sagrada, puis je disais, hey, si c'est le genre de jeu, si vous aimez ça, là, ben venez nous voir après, vous allez aimer ça. C'est dans le même style Quatul qu'on a fait, puis tout ça, puis on l'a créé, puis on est en train de le tester. Puis les gens, ils venaient, c'était super le fun. Ça grandissait, mais il faut pas être. C'est sûr qu'il ne faut pas être gêné puis rester assis sur sa chaise, parce que ça peut être long là, dans ce temps-là. Mais en réalité, ça nous a beaucoup, beaucoup aidé. Puis dans le temps aussi, hors pandémie, il y avait la zone proto qui existait, qui nous autres a été un tremplin assez incroyable. Donc,
petite communauté encore là de designers de jeux ou de testeurs, certains seulement, qui se rencontraient un dimanche par mois au Randolph. C'est Jean-François Chrétien qui s'occupait de ça. Puis on faisait tester notre jeu, on testait le jeu des autres. Puis à ce moment-là, ça donnait des idées de fou parce que c'était vraiment le fun. Puis on partait avec ça. Puis ça nous a permis aussi de faire d'autres salles. Le Salon de jeux de société de Montréal qui était associé avec Zone Proto. Puis tout ça. Tu sais, tout ça s'embrique dans le fond quand on veut puis qu'on est prêt à y mettre du temps, mais par exemple, trouver le temps puis être capable de pouvoir assister à tout ça, c'était, pour nous, en tout cas, c'était une autre paire de manches. Oui, je pense que tu mentionnes une autre chose très, très importante, ben, c'est l'équilibre de vie. Et voilà, genre des petits concepts en psycho là, en même temps. L'équilibre de vie, parce qu'au final, je pense que la majorité d'entre vous, ou tous, c'est pas votre travail à temps plein. Donc, vous avez aussi un travail, peut-être conjointe, famille, d'autres projets ou passions dans la vie. Donc, à un moment donné, c'est difficile aussi de combiner le tout et de trouver du temps aussi pour s'investir dans toutes ces choses-là. Et là, un grand défi, ben, c'est d'arriver à vouloir avancer son projet, mais sans non plus mettre de côté tout le reste, ce qui n'est pas possible. Parfois, on ne peut pas mettre sur pause nos enfants, par exemple. Donc là, à ce niveau-là, ben, c'est de trouver comment arriver à tout équilibrer sans non plus se surépuiser là-dedans, puis sans que ça devienne non plus une tâche ou quelque chose de lourd, parce que ça reste que c'est un jeu, hein, donc on veut aussi avoir du plaisir soi-même dans le processus de création du jeu. Donc, très bon point, Étienne, que tu mentionnes. Et je lance aussi là-dessus la dernière question. Sur une note plus positive et ouverte, en fait, j'hésitais. Vous pouvez répondre à une ou à l'autre. Soit, c'est quoi que ce processus-là vous a apporté de positif dans votre vie? Quel apprentissage vous avez fait? Parce que j'imagine que vous avez appris beaucoup de choses. Étienne, tu nommais un peu tout à l'heure, tu sais, l'histoire, de lire, de se renseigner ou l'utilisation de Tabletop Simulator. Mais également, si vous auriez un conseil à partager à ceux qui nous écoutent, qui aimeraient se lancer dans la création de jeux, ce serait quoi? Et voilà. Ouais, je pourrais peut-être essayer de répondre à ça. Juste avant, je répète en 2 phrases là, quelque chose sur la question précédente que je trouvais extrêmement pertinente, qui est l'étape la plus difficile pour moi en ce moment. Que ce que je réalise, c'est que créer un jeu, ça prend pas tant de temps que ça au départ. Okay? Faire un proto, habituellement, ça me prend 24 heures, puis le jeu est imprimé, il y a des cartes à la table, on peut jouer. Par contre, la création initiale, c'est tellement une petite partie du processus de design. Et une fois que tu as créé le jeu de base, faire 5-6 versions différentes sur 2 ans de temps, par exemple, c'est beaucoup de travail. Mais une fois que tu penses avoir terminé, rendre le jeu publishable, si on veut, ou qu'il n'y a plus de défauts en tant que tel, puis qu'on peut se dire ce jeu-là est élégant, il est à son maximum du potentiel, c'est le dernier stretch dans les derniers mois, mais ça peut prendre tellement d'efforts, tellement de temps. Alors, je voudrais juste dire, découragez-vous pas. Parce que j'ai vu tellement d'auteurs de jeux que ça fait 2 ans qu'ils travaillent sur un projet. Ils se disent, j'ai tellement hâte de l'avoir fini. C'est-tu normal que je continue de faire des changements et tout? C'est normal, c'est du travail faire un jeu. Le jeu, à un moment donné, il faut se dire, il est fini. J'arrête de travailler dessus. On est satisfait du résultat. Si vous ne faites jamais ça, vous pourrez travailler jusqu'à la fin de vos jours dessus. Donc, à un moment donné, vous devez vous dire que c'est le jeu que vous voulez faire, mais en même temps, découragez-vous pas parce que c'est beaucoup de travail et c'est normal. Et je terminerai peut-être avec la dernière question que tu viens de poser, qui est en fait ce que j'ai appris dans tout ce processus et cette aventure-là. C'est en fait simplement, là, je dirais que la communauté est incroyable. Le support que les auteurs se donnent entre eux, à quel point que c'est facile d'aller poser une question, de demander du feedback, que les gens sont ouverts, tout l'amour qu'on nous donne et le support, je trouve ça incroyable. Donc, je voulais remercier aussi tous les gens qui nous supportent, moi, les autres auteurs dans le domaine du jeu. Dans tous les groupes Facebook, là, on a parlé du groupe Facebook québécois. Il y en a aussi le Board Game Design Lab, si vous ne connaissez pas, qui est plus anglophone. Mais c'est vraiment le fun. Donc, si vous êtes un créateur, que vous voulez faire des jeux, que vous êtes seul en ce moment, vous n'avez pas besoin d'être seul. Allez chercher l'amour de ces gens-là, ils veulent juste vous le donner. C'est magnifique. Si bien dit. Si je peux continuer sur ta question, c'est une partie que j'ai appris à m'améliorer, mais c'est loin d'être acquis, c'est de
Tu sais, Bruno, il disait tantôt qu'écrire la règle, refaire la règle à chaque fois. Moi, je suis pareil comme lui. Je vais changer quelque chose, la règle va être changée, je vais prendre 1 heure et quart juste à refaire ma mise en page. Ça fait partie de ce que je disais tantôt. Je suis peut-être un petit peu trop perfectionniste. Mais c'est d'essayer de me mettre dans la peau de quelqu'un qui n'a jamais joué à mon jeu. Ça, c'est tout un défi d'écrire une règle, puis de ne pas anticiper un point de règle parce que toi, tu l'as acquis, puis tu ne penses même plus à l'écrire, ce point de règle-là. Ou c'est une nuance que toi, tu es tellement habitué que tu. Elle ne te passe même pas par la tête. Fait que tu fais faire des relectures, c'est oui même pas ces points-là qui sont manquants. Puis, tu sais, Bruno pourrait probablement me dire la même chose. On va la réécrire peut-être 20-25 fois, la règle là, minimum, là, juste pour. Ah, j'ai oublié de dire que quand tu prends une carte, tu fais ça. Parce que dans ta tête, tu le fais tout le temps. Là, tu ne penses même pas à l'écrire, la mécanique. Fait que ça, c'est le point que j'ai le plus appris dans Précidius parce que c'est probablement le jeu que j'ai le plus abouti puis que j'ai le plus de règles. Et je tente de me placer dans les bottines de quelqu'un qui va prendre mon livre, ma boîte, qui l'ouvrirait, puis de dire OK, je pars avec ça, puis je suis capable de jouer. Tout un défi. Honnêtement, c'est pas facile. On n'est pas tous des rédacteurs, on n'est pas tous des personnes qui sont super bons en français pour écrire. Fait que moi, c'est une de mes failles, mais je travaille beaucoup là-dessus, puis j'ai une fierté de me dire que je me suis rendu à ce point-là. Avec mon jeu, c'est un défi que j'ai relevé, je suis bien fier. Wow, c'est très bien dit, effectivement. Tu sais, la conception d'un jeu, on a tellement besoin de développer différentes compétences et habiletés qu'on peut pas être bon dans tout. Puis à un moment donné, tu sais, c'est d'accepter, puis d'aller chercher l'aide et le soutien extérieur, mais deux, aussi accepter de juste être fier de travailler puis de s'améliorer dans quelque chose. Même si c'est pas parfait, juste dire, je le sais que là-dedans, j'ai la difficulté, mais là, je suis partie de là, je suis rendue là, puis c'est génial. Fait que c'est très bien nommé. Merci, Daniel. Moi, je dirais que ce qui était vraiment intéressant, puis ça va aller chercher évidemment ce que Nicolas disait, puis Daniel disait, mais dans le fond, c'est de tout le processus qu'est la création d'un jeu de société, c'est énorme. Nicolas le met tantôt, là, il y a plusieurs comme étapes, puis du départ où tu as une idée, puis tu fais comme ah ouais, ça pourrait être le fun. Hey, on va mettre un peu de temps là-dessus, on travaille un peu là-dessus, on met quelques heures. Là, moi, je suis chanceux, on est deux, fait qu'on commence à le tester à deux, voir si ça fonctionne et tout ça. Mais après ça, là découvre toutes les conventions de jeu, toutes les possibilités qu'il y a, les concours qui existent. Là, ben oui, il faut écrire ses règles. Ah, il faut faire des présentations, faire des vidéos de présentation. OK. Là, on veut mettre, c'est ça, un univers là-dedans. OK, on va aller, on va s'équiper, puis on va le faire comme du monde. Fait qu'on s'en va chercher des illustrations, de la documentation. Après ça, tu sais, ça voyage, là, tu sais, je prends, nous autres, on avait fait un concours sur la croisière du capitaine Meeple, c'était en Europe, tu sais, on avait envoyé ça de même, puis oups, ça avait été super, ça avait été retenu. Fait que là, il fallait envoyer les protos en France pour qu'ils voyagent, puis là, ben, tu sais, c'était juste trop le fun de voir tout ça, de suivre toutes ces choses-là. À ce moment-là, on pensait encore aller en Kickstarter. Écoute, on avait un tableau qu'on s'était fait là, de toutes les conventions ludiques, de toutes les choses à faire. Puis ça prenait, je sais pas, là, ça prenait la moitié du salon quasiment, ce tableau-là. C'était intense, mais tu sais, c'était de la planification, mais c'était tout du fun, tu sais, de pouvoir cocher des cases, dire, OK, on va faire ça, dans tel mois, on va être capable de faire ça, on va arriver à ça, on va peut-être faire ça. Puis là, finalement, arrivent d'autres choses, tu sais, là, arrive un éditeur qui propose, OK, on embarque là-dedans. Là, apprend tout le processus d'édition qu'il y a derrière ça, le développement, les échanges de ping-pong avec l'éditeur. C'est super le fun, c'est super constructif. Tu vois quelqu'un d'autre, tu vois d'autres gens qui croient à ton projet, qui veulent le faire vivre. Hey, c'est vibrant au bout. Là, tu y crois. Là, les illustrations commencent à rentrer. Hey, là, c'est comme angoissant. Puis finalement, quand tu vois ça, c'est oh, wow! C'est capotant. Là, tu te dis, mon Dieu, ça va être fou, ben raide, ce jeu-là. Puis là, ben, l'éditeur qui en met, qui met plein d'énergie, puis là, qui te parle justement des marchés, de ci, de ça, des impressions. T'es comme, OK, wow, super. Les coûts, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Attends un peu, là, hey, je touche pas à ça. OK, ça, on peut. Puis ici, puis attention, puis il renvoie les règles 12 fois lui-même. Là. Après, nous, on les a faites 25 fois, comme Daniel disait, mais avec l'éditeur, on les refait 40 fois. Là. C'est
toujours ça. Mais dans le fond, mais c'est toujours le fun parce qu'on a quand même l'impression là-dedans d'avancer, puis tranquillement, le projet aboutit. Puis le moment le plus dur, Carl, notre éditeur, nous l'avait nommé, là, il dit, vous allez voir, c'est quand on va lancer la production. Parce qu'il dit là, à partir de là, il y en a pour 3-4 mois de production, puis tout ça. Il dit, vous n'aurez plus grande nouvelle. Le jeu, vous le toucherez plus, puis vous allez juste attendre que ça sorte. Puis là, ben, il dit, vous allez trouver ça long à la fin. J'étais comme, ben voyons, 3-4 mois, ça fait 3 ans qu'on le fait, c'est pas si pire. Ben non, à la fin, tu manges tes bas, parce que 3-4 mois, c'est long. Quand tu sais que ça s'en vient, puis que là, ça va sortir, puis les gens commencent à en parler, tu essaies de regarder, ça va dessus, puis tout ça, mais c'est tellement excitant. Fait que c'est vraiment un monde à découvrir parce qu'il y a plein d'aspects derrière ça. Il se cache vraiment, je sais pas, tellement de choses. Donc, que ça aille du design, de l'illustration, de la recherche thématique, du marketing, de la vidéo, des concours, rencontrer les gens, les faire jouer, recevoir leurs commentaires, tout. C'est tellement global, là, c'est ça, c'est un projet vraiment global, puis c'est vraiment, c'est ça qui fait que c'est si intéressant, moi, je pense. Là. Ouais, je pense que certaines personnes qui disent c'est un vrai métier, ben effectivement, c'est assez impressionnant que en fait, je suis impressionnée que vous réussissiez à faire ça en plus de travailler à côté. Donc, vous avez une très bonne gestion du temps, une très bonne organisation ou beaucoup de chance, je sais pas. Dans ce sens que ben, effectivement, j'ai l'impression de ce que j'observe que le processus en soi, c'est quelque chose à vivre dans sa vie. C'est une expérience d'une vie, en fait, d'arriver à passer au travers de tout ce processus-là, peu importe le nombre de temps que ça prend. Et c'est, au final, le processus, c'est d'en arriver à la conception de quelque chose. Donc, c'est de créer quelque chose de zéro et l'amener jusqu'à une finalité. La finalité, ça peut être de juste avoir un prototype concret ou l'édition, peu importe, mais le processus de création en soi, d'arriver à partir d'une idée et à le concevoir matériellement, en soi, c'est immense, c'est un immense accomplissement et effectivement, ça peut être très, très, très formateur comme expérience de vie. Bruno, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose pour finaliser? Oh, je ne t'entends pas. Attends un instant, voyons cela. Moi, je l'entends pas. Moi, je l'entends aussi. Oui, vas-y, excuse-moi, vas-y. Ouais, ben écoute, je peux juste essayer de boucler ça. Moi, je suis un petit peu plus vieux que les gars, fait que je pense que je l'apprécie maintenant, ce qui se passe. Vu que je suis dans un deuxième jeu, chaque fois que je peux prendre 4 heures ou 3 heures ou 2 heures, je le savoure parce que ça se passe maintenant. Puis je sais que ce bout-là, il est plus le fun que tous les autres bouts après. Je pense qu'il faut être patient avec soi, comme disait Daniel. Pas se décourager, oui, mais je le verrais plus positif. Soyez patient avec vous-même, les créateurs. Oui, c'est vrai que ça prend du temps, mais ce temps-là que vous passez à le faire, c'est le meilleur de tout le processus. Wow, si bien dit. Ben exactement. C'est un processus et non un résultat. Donc, on profite du processus au fur et à mesure. Puis, comme vous avez tous dit à votre manière, ben, on apprend de ça. Puis, au final, il y a plein d'autres idées qui sortent de ça. Et c'est un long processus continu. Une fois qu'on est dans la roue d'être créateur, ben, c'est constant comme ça. Puis, il y a toujours des idées qui sortent. Donc, c'est vraiment intéressant de discuter avec vous. Merci d'avoir pris ce temps-là pour vous présenter vos projets, vos jeux, donner des conseils, présenter aussi votre propre processus aussi dans la création du jeu. Je voyais dans le chat qu'il y avait autant des personnes qui sont des joueurs, autant des personnes qui aiment tester des prototypes, donc ça c'est bien, autant d'autres créateurs de jeux de société. Donc j'espère que vous avez retenu, appris, découvert des jeux qui vous ont allumé, que vous allez aimer soutenir. Pour le moment, en fait, je vais rééditer la vidéo et la diffuser sur la chaîne YouTube de Ludipsy avec tous les liens de chacun des participants. Donc, merci Étienne, merci Bruno, merci Daniel, merci Nicolas d'avoir pris ce temps-là. De mon côté, en tant que joueuse et que personne qui adore tester les prototypes de jeux, j'ai beaucoup aimé découvrir vos jeux. J'ai eu la chance de pouvoir tester le jeu de cartes de Quatorle, mais les autres jeux, je ne les connaissais pas. Donc là, c'était vraiment plaisant de découvrir vos jeux comme ça. Puis c'est sûr que si jamais vous voulez, vous cherchez
des testeurs, testeuses, je suis 100% partante et je suis sûre qu'il y a d'autres personnes dans le chat aussi qui ne vont pas hésiter à vous contacter. Donc, je vais vous dire bye-bye. Je vais faire un petit transfert. Vous allez disparaître de l'écran. Mais je vais juste continuer. Il faut que je fasse mon petit speech de finale. Donc, on dit tous un bye-bye. Merci beaucoup à tous ceux qui sont dans le chat. Restez présents. Je vais juste vous dire un petit mot de bye-bye avant de vous transférer ailleurs. Donc, merci à vous. Merci Elsa. Merci tout le monde. Merci beaucoup.